En tout cas, comme je l'écrivais dans le chat, je suis ravie de vous accueillir virtuellement dans le Grand Est. Je suis Carole de Santis, directrice de l'association Interbibli, qui fait office avec deux autres associations d'agences régionales du livre, donc avec la CIL et la LIL dans le Grand Est. On a un peu cette particularité. Et nous nous intégrons comme les autres agences régionales du livre dans un programme qui s'appelle Écologie du livre en région. Voilà. Que nous avons le plaisir de partager avec Médial pour les gens du Grand Est que vous connaissez très bien, qui est la structure de formation de l'université, mais aussi pour les bibliothécaires de lecture publique. Donc, on partage ces temps de formation aussi avec voilà, les bibliothèques universitaires. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais en tout cas, on est ravis de les accueillir parce que ce sont des sujets, en tout cas, ben, comme plein d'autres, qui sont totalement transverses à nos deux métiers et à nos publics divers. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne les partage pas. Euh, on est ravis, en tout cas, de mener ce programme avec d'autres régions. On a vu à quel point voilà, c'était important. On a déjà abordé différentes questions. Il y en aura encore d'autres tout au long de l'année. D'ailleurs, pour information, tant que j'y pense, le disons jeudi du 22 mai est reporté au 5 juin. Voilà, sur la politique documentaire vertueuse. Elle sera animée par Madame Marquier. Donc, il sera important de vous inscrire pour le 5 juin. Donc là, on sera vraiment sur les questions de politique documentaire, comment on mène une politique documentaire verte ou vertueuse en tout cas, et la plus proche possible de nos interrogations de transition écologique. Je propose, alors, on est ravis d'accueillir en plus Fanny Valenbois que vous êtes nombreux à connaître, voilà, qu'on ne présente plus sur ces questions d'écologie, mais qui se présentera néanmoins quand même elle-même, du Bureau des acclimatations, qui très tôt, voilà, ont commencé à travailler sur ces questions et notamment dans le domaine culturel. Vous savez que cette présentation s'appuie, mais elle en reparlera sur une étude qui vient d'être publiée et que nous remettrons aussi dans les documents avec l'enregistrement, etc., que vous pourrez évidemment consulter. Donc tout sera dans l'étude et évidemment Fanny ne pourra pas tout expliquer, tout restituer en 2 heures. Mais voilà, ce sont des études qui sont importantes pour nous bibliothécaires aussi, dans nos positions de techniciens, et dans notre rapport aussi à nos tutelles. Donc voilà, je ne vais pas dire que lisez-la, c'est passionnant, parce que voilà, mais c'est quand même passionnant. En tout cas, pas au sens voilà qu'on l'entend quand on lit un bon roman, mais c'est quand même passionnant parce que voilà, c'est capital, on va dire. Donc, je laisse la parole à Fanny désormais. N'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, il y aura des temps de questions proposés par Fanny. Fanny, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Carole. Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter le travail qu'on mène et qu'on a mené sur ces questions de consommation d'énergie. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident à attraper quand on est bibliothécaire. C'est pas votre cœur de métier. C'est pas, mais en même temps, vous y êtes confrontés au quotidien. Vous êtes les premiers usagers, usagères de vos bâtiments, ainsi que. Alors, je vais utiliser ce mot usager, non pas dans le sens des personnes que vous recevez, donc comme vous l'utilisez habituellement, mais des personnes qui vivent dans le bâtiment, donc à la fois les équipes et les usagers qui fréquentent les bibliothèques. Ça m'arrivera sans doute de l'utiliser dans ce double sens-là. Euh, je vais peut-être attaquer tout de suite, effectivement. Alors, vous dire comment ça va se dérouler. Je vais très très vite vous parler de ce projet de recherche qui est un peu plus vaste que l'étude simplement sur les consommations d'énergie en bibliothèque. Donc, juste vous donner un élément de contexte et puis les liens utiles éventuellement. Et ensuite, j'ai repris la structuration de l'étude. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'intégralité du contenu, mais j'ai choisi des éléments qui me paraissaient intéressants sur pourquoi changer. Ça ira très très vite, mais ça peut vous donner éventuellement de la matière pour convaincre s'il y a besoin des tutelles ou des partenaires. Comment mesurer ces consommations, qui est un vrai sujet en bibliothèque, on va le regarder. Et puis, un exemple de comment changer de l'approche ou de comment dire, la vision générale avec laquelle on a abordé ce sujet-là, étant entendu que comment changer ne passe pas par j'ai plein d'argent pour faire de gros travaux, mais plutôt par je suis coincé dans un bâtiment, le fonctionnement n'est peut-être pas complètement satisfaisant et où je dois réduire les consommations. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? On parlera de l'exemple du chauffage, même si la saison se prêterait plus à parler peut-être du confort d'été qui va être le problème devant vous maintenant.
mais ça me permettra pour chacun de ces trois sujets de vous donner trois petits outils pratiques d'animation, un peu en type atelier qui peut être fait en équipe sur chacun de ces trois sujets. On fera à chaque fois un petit temps de 10 minutes d'échange et normalement, on fera une petite pause vers 10 heures. Donc, j'attaque, si ça vous va, par la présentation. Je m'aperçois que je n'ai rien pris pour regarder l'heure, donc je vais être en freestyle total en espérant que je tienne mes délais. Alors Euh, plutôt vers 11 heures la pause, puisqu'il est déjà 10 heures. oui, alors oui, parce que j'ai fait tout mon déroulé en disant que je commençais à 9 heures, donc vous débrouillez pour transcrire. Voilà. Mais t'inquiète pas, je te ferai signe vers Eh ben, aux alentours de 11 heures. je veux bien, merci beaucoup. Donc, ce chantier de recherche, il s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus large, qui s'appelle Décarboner le livre et l'édition, qui a commencé en octobre 2022 et qui, pour moi, a pris la suite d'un chantier précédent qui était la contribution à un travail du Shift Project, un laboratoire d'idées pour lequel on a publié un rapport qui s'appelait Décarbonons la culture. Et moi, je me suis occupée de la partie livre et édition. Dans ce rapport, on n'avait pas pu publier les bilans carbone de bibliothèques qu'on avait fait. Et donc, le travail actuel, il prend la suite de ce travail. Ce projet, il est donc porté par la structure dans laquelle je travaille qui s'appelle le Bureau des acclimatations, qui est un collectif de 5 consultants, éco-conseillers, chercheurs, enfin on a plein de casquettes. Et il est mené en partenariat avec l'Université de Grenoble-Alpes, le master métier du livre. Il est financé par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, à travers un appel à projet qui s'appelle Alternative verte pour la culture. Et récemment, l'ADEME et la région Grand Est ont pris le relais pour nous permettre de poursuivre notre travail au-delà d'octobre 2025, qui était normalement la fin du financement et donc du projet. Et on a trois partenaires, deux maisons d'édition, Bayard et l'École des loisirs, et le laboratoire d'idées, le Shift Project, qui ne bénéficient pas de financement, mais qui nous accompagnent, soit en mettant à disposition des données, soit avec un support méthodologique. Voilà pour le cadre. On a une page sur notre site, donc BDZA pour Bureau des acclimatations, .fr/livre, où vous allez retrouver tous les rapports. Alors, ils ne sont pas encore tous publiés. On commence la publication. Et donc, vous voyez que sur les bibliothèques, on a deux travaux publiés déjà. Un travail qui a été mené par Aude Inodi et Priscille Legros sur l'impact des collections numériques, l'impact du prêt PNB, du prêt de livres via PNB. Voilà, c'est des éléments sur lesquels on n'avait pas trop de données, et donc elles ont essayé de documenter ce que ça représentait en termes d'émissions de CO2 que les collections numériques et le prêt PNB. Et puis la partie qui nous intéresse sur les consommations d'énergie en bibliothèque. Le rapport complet, des outils. Il y a 2 outils sur 3 qui sont publiés, mais le deuxième, enfin celui qui manque, arrive très vite. Et ensuite, donc sur d'autres sujets, on a travaillé sur les manifestations littéraires. On a réalisé 3 bilans carbone de manifestations et on a créé un atelier de mise au travail de ces sujets pour des équipes de manifestations littéraires. Ça peut intéresser les bibliothèques. Et on a 3 chantiers qui concernent plutôt l'édition et la librairie, des chantiers un peu techniques. Le tirage court dynamique, qui est un mode de gestion de l'impression. Un projet d'abonnement en librairie, autour des questions d'économie circulaire en librairie, et un projet autour de la relocalisation du fait de fabriquer en France les livres complexes, les livres pop-up, etc., qui sont tous faits en Chine actuellement. Donc ça, c'est des chantiers qui vont se poursuivre. Voilà pour le contexte dans lequel s'inscrit cette étude. Et je termine cette courte introduction en vous disant que ça va être poursuivi par un livre à paraître en 2026 aux éditions Rue de l'Échiquier. Et c'est un livre qu'on veut aussi un prototype de tous les changements qu'on pourrait faire de manière un peu idéale pour faire un livre et un circuit de la lecture les plus vertueux possibles. Donc c'est un livre qui va être éco-conçu en impliquant le plus possible et le plus tôt possible les futurs utilisateurs, utilisatrices, lecteurs, lectrices, acheteurs, consultants, enfin personnes qui vont le lire, etc. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez scanner ce petit QR code si vous avez eu le temps. Sinon, vous l'avez sur la page bdza.fr/livre. Voilà pour l'intro. J'ai tendance à parler vite. N'hésitez pas à me faire signe si je parle trop vite et si vous avez besoin que je baisse un peu le tempo. Ou si je suis pas claire, vous mettez un petit mot et Carole me transmettra. J'attaque avec rapidement cette question de pourquoi est-ce qu'il y en a besoin de changer sur le sujet des consommations énergétiques en bibliothèque. Dans le rapport, on a proposé 3 raisons qui sont toutes valables. La première à laquelle vous êtes confronté de manière assez frontale depuis quelques années, c'est tout simplement la question du coût économique, le fait que vos factures d'énergie augmentent de manière importante tous les ans et que donc il y a un enjeu économique dans un contexte général de resserrement des financements publics qui oblige à trouver des solutions.
La deuxième raison, c'est la question environnementale. Alors, j'ai mis pour réduire les émissions de CO2, on pourrait dire de manière plus générale et plus large, pour réduire la consommation d'énergie, notamment d'énergie fossile, parce que ça pose aussi des questions de dépendance à l'extraction d'énergie, etc. Et je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de cette question des émissions de CO2. Et la troisième motivation, et on va regarder aussi en 3 minutes ce à quoi ça peut correspondre, c'est la question des obligations légales pour tous les bâtiments, alors déjà tous les bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés, bâtiments tertiaires, donc les bibliothèques sont concernées, ou pour tous les ensembles de bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Donc en fait, si dans votre collectivité, la bibliothèque plus la mairie plus le gymnase, ça fait 1000 mètres carrés, eh bien, vous êtes soumis à ce qu'on appelle le décret éco-énergie. Et donc on l'a détaillé dans le rapport, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous ayez une idée de la tête que ça a. Mais c'est aussi quelque chose de contraignant qui engage à des réductions importantes entre une donnée de référence que vous choisissez dans les années précédentes et des points d'étape à 2030, 2040 et 2050. Donc, c'est pas le décret le plus facile à lire de l'univers, mais voilà, en fait, il propose des valeurs absolues de consommation plancher. C'est-à-dire, il vous dit, vous avez deux choix possibles. Soit vous prenez votre consommation actuelle et vous devez la réduire de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Soit vous estimez que vous êtes déjà relativement bas et on ne pourra pas vous demander de réduire de 60% parce qu'en fait, vous êtes déjà relativement bas. Mais dans ce cas-là, pour qu'on se mette tous bien d'accord sur ce que ça veut dire relativement bas, on va proposer un plancher. C'est-à-dire, on va proposer une valeur en dessous de laquelle on estime que vous êtes dans les clous et vous n'avez plus besoin de faire d'efforts de réduction, en tout cas pas de manière légale. Vous correspondez aux valeurs attendues. Et donc ce décret, on l'appelle souvent le décret tertiaire, mais son nom complet, c'est le décret éco-énergie. Il propose ces valeurs absolues de consommation à atteindre, hein, c'est vraiment une cible à l'horizon 2050, pour vraiment par sous-catégorie de type de bâtiment tertiaire. Donc il y a eu plein de valeurs pour les cinémas, enfin, la culture est très concernée, hein, les cinémas, les théâtres, etc. Et récemment, l'été dernier, sont sorties les valeurs pour les bibliothèques. Alors, je vais juste vous expliquer comment c'est conçu, quelle est la logique, et ensuite je vous montrerai une donnée de référence, mais ce sera à vous d'aller calculer la donnée pour votre bibliothèque. Et donc, il y aura une petite minute mathématique à faire, mais c'est pas très compliqué. Euh, donc, cette consommation cible, elle va s'exprimer, je ne trouve pas ma souris, voilà, elle va s'exprimer en kilowattheures par mètre carré et par an. Donc les kilowattheures, c'est l'unité d'énergie, hein, de consommation d'énergie, et c'est bien rapporté à vos mètres carrés. Donc on va avoir la même valeur pour une petite et pour une grande bibliothèque. Elle se décompose en deux parties. Ce que vous voyez noté ici, CVC, c'est chauffage, ventilation et climatisation. Et ça dépend des mètres carrés et ça dépend de votre zone géographique. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes valeurs selon un certain nombre de zones qui ont été définies. Alors, on a mis dans le rapport le lien vers la liste de toutes les zones pour savoir dans quelle zone vous êtes. Et ça va dépendre de votre altitude dans cette zone. On estime que, en gros, plus vous êtes en altitude, plus vous allez probablement avoir des besoins importants pour vous chauffer. Donc, vous voyez que les valeurs augmentent et qu'elles sont aussi majorées pour les dom-toms où il peut y avoir des besoins spécifiques. Donc ça, c'est la première composante qui est liée à votre emplacement géographique et à votre taille, évidemment. Et ensuite, USE, c'est les usages spécifiques de l'électricité. Donc ça, c'est, on va dire, le reste de votre, hop, pardon, je vais vite. Le reste de votre consommation. Vous avez une donnée de référence qui est ici, qui va s'additionner hein, avec ce qu'il y a au-dessus. Donc, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes ici, vous aviez une valeur à 107 kWh par mètre carré par an, à laquelle vous allez rajouter 26 kWh par mètre carré par an pour le reste de votre usage d'électricité. Euh, Cet étalon, en fait, il va être modifié par votre amplitude horaire annuelle, votre nombre d'heures ouvrées par an. Donc, vous avez ici un charmant petit calcul qui vous indique comment calculer votre propre chiffre ici, euh, usage spécifique de l'électricité, en fonction de votre nombre d'heures. Et voilà, il y a juste un calcul à faire. Ça paraît un peu complexe comme ça. En réalité, il faut juste recopier la formule et changer par vos données à vous. Voilà, c'est pas le bout du monde. J'ai fait deux exemples pour que vous puissiez avoir des... Alors, ça ne sert à rien de retenir ça par cœur, hein. C'est simplement, je le remobiliserai tout à l'heure
pour vous montrer, on a mesuré les consommations de plein de bibliothèques et ça va nous permettre de se dire, ben, on est où par rapport aux valeurs à atteindre? Est-ce qu'on est en dessous, au-dessus, très au-dessus, etc. Sur une bibliothèque, alors j'ai pris Paris parce que j'ai pris Paris, mais donc sur une bibliothèque de la zone géographique de Paris qui serait ouverte 72 heures par semaine, ce qui est le ratio proposé par défaut dans le décret, on est à 83 kWh par mètre carré par an. Et la même bibliothèque qui ne serait ouverte que 20 heures par semaine, vous voyez que le nombre d'heures d'ouverture va jouer beaucoup, puisqu'on passe de 83 à 57, ce qui est quand même une réduction importante de votre cible de consommation. Alors, j'espère que ça va jusque-là. J'ai Fanny, quasiment... Ouais, oui, il y a juste une question pour les bien bibliothèques sûr. départementales qui ne sont pas ouvertes au public officiellement. Est-ce qu'il y a un calcul différent ou comment ça Alors, c'est fonctionne? une bonne question. J'imagine que le sujet sera sans doute plutôt les horaires ouvrés ouvrables, mais je ne sais pas si on peut vous considérer comme un bâtiment tertiaire. Puisque tertiaire, normalement, c'est la notion de service. Alors oui, sans doute que vous êtes quand même du tertiaire, donc je ne sais pas. C'est une bonne question. Je me la note. Et je rajoute donc dans cette petite liste de bonnes raisons de travailler sur les consommations d'énergie, même si ça paraît compliqué et même si on a l'impression que c'est pas son cœur de métier, c'est donc la question du bilan carbone. Alors un bilan carbone, donc ça consiste à estimer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'activité. Je vous montre ici un exemple. On en a mis trois différents dans le rapport et j'ai vu dans la salle deux personnes qui m'ont gentiment communiqué ou aidé à faire des bilans carbone que je salue et que je remercie. Celui que j'ai pris ici, il est relativement spectaculaire puisque vous voyez qu'on a 50% des émissions de gaz à effet de serre, GES c'est gaz à effet de serre, qui sont liées à la consommation d'énergie. C'est pas toujours aussi important. Là, c'est vraiment la valeur la plus haute des trois bilans. On a un autre bilan où on est plutôt autour de entre 40 et 45, et puis un troisième où on est plutôt autour d'un quart, de 25. Donc, ça reste, dans tous les cas, un poste d'émission de gaz à effet de serre vraiment important. Peut-être juste pour vous expliquer, les immobilisations, ce sont les achats importants qui vont être amortis sur plusieurs années. Donc là-dedans, on peut retrouver du matériel informatique ou du mobilier. On peut trouver des travaux. Les travaux sont souvent amortis sur plusieurs années. Voilà, des choses comme ça. Euh, Ici, c'est une bibliothèque vraiment urbaine, d'hypercentre, extrêmement bien desservie. Donc, on n'a quasiment pas de déplacement des usagers. Et ou peut-être qu'on l'a un peu sous-estimé en faisant le bilan. On va le retrouver de manière plus importante dans d'autres bilans. Et j'attire votre attention sur les déchets en verre, donc qui sont ici, à 0%. C'est pas une manière de vous dire que le sujet des déchets, c'est pas un sujet important. Le sujet des déchets, c'est important, mais c'est pas important d'un point de vue climatique. C'est important d'un point de vue pollution, gaspillage, pollution plastique. Cependant, si votre objectif, c'est de réduire le bilan carbone de votre bibliothèque, le sujet n'est pas la plastification des documents. Et ça va être beaucoup plus, par contre, l'énergie, les transports et les déplacements, éventuellement les achats de livres eux-mêmes, qui ont un impact climatique. Mais c'est pas tellement, enfin, c'est pas du tout les déchets. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler sur les déchets. C'est très bien de travailler sur les déchets, c'est très bien de travailler sur la déplastification. C'est pas forcément évident et il n'y a pas de solution toute faite. Mais en tout cas, d'un point de vue climatique, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est en partie autour des questions d'énergie. Et si on fait un petit zoom sur cette question, sur cette énergie-là dans cette bibliothèque, on a regardé la part qui relevait du gaz, donc plutôt du chauffage, et la part qui relevait de l'électricité. Et vous voyez que c'est un peu contre-intuitif. On pourrait se dire l'électricité, elle tourne toute l'année, alors que le chauffage, c'est seulement les mois d'hiver. En réalité, on consomme plus d'énergie pour chauffer que pour éclairer. Et surtout, le gaz, chaque kilowattheure, chaque unité d'énergie de gaz émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que l'électricité. Alors c'est pareil, je ne suis pas en train de vous dire l'électricité, faites-vous plaisir, allez-y plein pot. L'électricité, elle produit en France peu de gaz à effet de serre parce qu'elle est essentiellement hydraulique et nucléaire. Donc, ça pose d'autres problèmes. On a aussi besoin de réduire notre consommation pour réduire les déchets nucléaires, pour réduire l'impact sur les rivières, etc. Mais en tout cas, en termes climatiques, le premier sujet ici, c'est le chauffage. Ça n'apparaît pas dans ce bilan, mais on pourrait voir aussi la climatisation. Et la climatisation, elle va jouer de deux manières sur les émissions de gaz à effet de serre. Le premier, c'est qu'elle mobilise de l'énergie, elle demande de l'électricité pour tourner. Ça, en général, quand c'est à peu près entretenu, etc., c'est relativement
peu gourmand en énergie. Là où par contre la clim a un effet, elle a deux effets importants. Le premier, c'est qu'elle rejette dans l'atmosphère des fuites de gaz liés au fonctionnement des machines, et ces gaz sont extrêmement réchauffants. Ce sont des gaz à effet de serre avec un pouvoir réchauffant beaucoup plus puissant que le CO2. Donc toutes ces petites fuites de gaz qui sont inévitables, hein, qui font partie du fonctionnement d'une clim, contribuent de manière importante au réchauffement climatique. Et puis par ailleurs, il y a les effets de rejeter la chaleur à l'extérieur et donc d'aggraver le problème, hein. On est sur ce qu'on appelle une maladaptation, une solution qui aggrave le problème auquel elle essaye de faire face. Il y a des situations où la clim est aujourd'hui indispensable, hein. Je suis pas en train de manière générale, tout ce que je vais vous proposer là, essayez de le prendre comme neutre d'un point de vue jugement moral. Tout ça, c'est une description de choses physiques et il n'y a pas de jugement moral de ma part. On est juste en train de regarder une situation et de se demander ce qu'on peut faire. Donc, si vous avez la clim, vous n'êtes pas des méchants bibliothécaires. Il y a pas de sujet là-dessus. Pour finir sur cette petite intro, je vous propose le premier la première des ressources qu'on a imaginées dans ce rapport pour la mettre à disposition des bibliothécaires. Et peut-être j'ai oublié de vous préciser que je suis partie bille en tête sans vous dire qui j'étais. Classique. Mais en tout cas, je ne suis pas physicienne, je ne suis pas thermicienne, j'ai jamais travaillé, enfin, j'ai pas fait ni d'études, j'ai pas d'expérience professionnelle dans les sujets du bâtiment ou de la physique. Ce qui est une manière de dire que si je peux le faire, a priori, vous pouvez le faire, parce que mon niveau de physique, je suis en train de réviser le brevet avec ma fille, et clairement, c'est loin pour moi. Donc, il n'y a pas besoin d'être thermicien, thermicienne pour travailler sur ces sujets et pour les mettre en discussion. Le premier outil que je vous propose, il est inspiré d'un jeu que vous connaissez sans doute qui s'appelle Timeline, où on vous donne des cartes avec des événements historiques et on vous demande de les replacer dans l'ordre chronologique. D'essayer, vous n'avez pas la date, hein, on vous dit juste Charlemagne est sacré empereur, et puis après on va vous donner, je sais pas quoi, la bataille de Marignan, et on va vous demander de dire qui est avant qui. On a refait la même chose avec des données, ce qu'on appelle des données d'activité, c'est-à-dire des éléments qui sortent en fait, du bilan carbone qu'on a pu faire. Donc, vous voyez, on a mis des travaux de rénovation, de l'achat de livres, des prêts sur PNB, des kilos de Filmolux, de l'envoi de mails, des kilomètres en navette ou en voiture, des achats, etc. Donc, j'ai fait vraiment, c'est très très low-tech, hein, j'espère que vous voyez à peu près, mais je fais des petites cartes, j'ai coupé un papier A4 un peu épais en 4. J'ai écrit ici électricité, 1500 mètres carrés, 500 000 kWh. Et puis derrière, et ça je leur donne pas tout de suite, il y a les tonnes de CO2. Vous voyez que vraiment très très peu d'investissement matériel. Et donc je distribue simplement ces cartes. J'ai fait une petite quinzaine de cartes. Je les distribue aux participants et je leur propose de discuter entre eux pour les mettre dans le bon ordre de qu'est-ce qui pollue plus, qu'est-ce qui pollue moins. Euh, Ça permet de prendre conscience de ce que je viens de dire un petit peu juste avant, des ordres de grandeur. Et juste de se rappeler qu'envoyer des mails ou mettre du film plastique sur les livres, ça n'a pas le même impact d'un point de vue émission de gaz à effet de serre que faire des kilomètres en voiture ou chauffer la bibliothèque. C'est un outil pour bien se mettre en tête où sont les vrais sujets. Ça permet aussi de constater, donc moi je l'anime d'une manière vraiment extrêmement simple, je distribue les cartes, je m'éloigne de la table et je leur demande de se mettre d'accord pour classer du plus polluant ou du plus réchauffant au moins réchauffant, ou le contraire. Et en fait, on s'aperçoit que dans le groupe en général, il y a déjà beaucoup de connaissances. Il y a, il y a du débat qui se crée, il y a de la discussion, il y a toujours des choses qui sont fausses, hein. Enfin, les réponses ne sont pas toujours toutes trouvées. Mais par contre, finalement, il y a déjà beaucoup de conscience, de connaissances, etc. Et donc ensuite, on fait la correction ensemble, on retourne les cartes et on discute de ce qu'on a pu constater sur, ah bah tiens, finalement, je pensais pas que la voiture c'était autant, je pensais que le film au luxe c'était plus, etc. Donc, vous avez une première version d'un petit kit qui est vraiment tout fait, clé en main, avec, vous n'avez plus qu'à écrire sur vos petits papiers. Et puis, ce qu'on a fait, c'est aussi, et peut-être je peux vous montrer même comment ça marche, mais on a fait sur le même tableau Excel, vous avez la première page où c'est les données toutes remplies, et la deuxième page où vous pouvez mettre vos propres données d'activité. Donc déjà, ça peut faire une première étape pour vous avec votre équipe. C'est presque un espèce de micro bilan carbone. Pas du tout complet, il manquera des choses, mais ça vous donnera des ordres de grandeur. Donc, bah, je peux peut-être, hop, juste vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous voyez comment l'utiliser. Je vous ai perdu. Je repartage mon écran. Hop. Donc, c'est tout simplement. Ça va, vous voyez? Ouais. Ok, super, merci.
Ici, vous avez tout simplement des cases à remplir. Donc, j'ai repris ici les mêmes données, hein, il y a une petite quinzaine de lignes. J'ai précisé l'unité. Attention à l'unité, c'est extrêmement important d'être vigilant. Parfois, c'est des kilos, parfois, c'est des euros, parfois, c'est des exemplaires. Donc, soyez attentifs à ça. Et ici, vous allez remplir vos données. Donc, par exemple, cette année, on a fait 10 000 € de travaux de rénovation. Et ben, ça fait 3 tonnes et demie. Et puis, on achète 6 000 livres. On est à 6 tonnes, etc. Ça vous permet déjà d'aller chercher vos données, donc de faire un travail, y compris un peu collectif avec votre équipe, pour vous demander combien on achète de kilos de Filmolux, etc. Bah, tiens, peut-être juste quand même regarder le Filmolux, hein, on achète, on va dire 400 kilos, je suis à 1 tonne 2. Alors que 400 livres, euh, 400 c'est peut-être un peu bas, 4000 livres, je vais être à 4 tonnes. Ça permet de se dire où sont les ordres de grandeur et où sont les vrais sujets. Donc, je repars sur ma présentation. Tac. Donc ça, c'est enfin, ce petit tableau Excel, vous pouvez le télécharger directement sur la page du projet de recherche où vous avez le rapport et où vous avez directement le tableau Excel à télécharger avec d'un côté, je crois qu'il est en PDF et en Excel, d'un côté les cartes toutes faites et puis un deuxième onglet avec vos données d'activité à ajouter. Fanny, est-ce que derrière achat de livres, demande Marie-Hélène, on met achat de documents, enfin vidéos, CD, etc. Alors non, là, c'est vraiment des livres. D'ailleurs, oui, c'est une bonne question, mais tac, pardon, excusez-moi, je vais vous donner le tournis, mais je retourne sur mon Excel. C'est une très bonne question. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas complet. Vous n'aurez pas tout. J'ai pas tout mis. Par contre, ce que j'ai fait dans le tableau, je sais pas si vous voyez ici, j'ai noté FE en tonnes par unité. FE, c'est ce qu'on appelle un facteur d'émission, c'est-à-dire c'est une estimation des émissions de CO2 en tonnes de CO2 par unité qui est ici, donc par euro ou par exemplaire. Et ça va pas être le même facteur d'émission pour un livre, pour un DVD ou pour autre chose. Donc effectivement, j'ai pas mis les DVD. J'ai ici reformulé le facteur d'émission de base, parce qu'en fait, moi, j'ai tout transféré en tonnes pour que vous ayez tout ici avec la même unité, que vous n'ayez pas d'un côté des tonnes, d'un côté des grammes, et la source du facteur d'émission. Et une partie importante des facteurs d'émission vient de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous voyez ici, la base empreinte de l'ADEME. C'est un site qui est gratuit, qui est accessible à tous et qui rassemble dans une immense base de données tout ce qu'on a comme facteur d'émission. Donc, si vous rentrez dans la base ADEME, il faut juste créer un compte gratuit, mais vous rentrez dedans, vous avez un petit moteur de recherche et vous tapez CD ou DVD et il va vous proposer une estimation de l'impact de la fabrication, enfin, ouais, de la vie d'un CD ou d'un DVD. Mais moi, je ne l'ai pas intégré dans le tableau. On pourra faire une V2 si vous pensez qu'il y a quelques éléments indispensables à intégrer. Ça peut complètement être, c'est pas très compliqué à rajouter. Hop. J'ai fini pour cette première partie d'intro de pourquoi changer. Et donc, j'ai essayé de vous donner un petit peu de matière sur pourquoi changer pour des raisons climatiques, pourquoi changer pour des raisons légales, et puis cette petit outil qui peut permettre d'introduire le sujet dans une équipe, y compris avec vos usagers d'ailleurs. C'est un atelier qui prend un quart d'heure, donc qui vraiment peut se faire en intro de réunion à tout moment, etc. Et donc, c'est le moment où, si vous le souhaitez, on peut peut-être échanger autour de vos questions. Alors Fanny, il y avait une question dans le chat, mais je ne sais pas si Monsieur Chenot peut prendre la parole, qui disait, est-ce que finalement c'est facile de concilier la volonté d'extension horaire qu'on prône dans les bibliothèques et qui n'est pas encore atteint pour beaucoup, et ce souci, voilà, légitime d'économie d'énergie. Oui, alors c'est évidemment une excellente question. Et pour moi, il est évident que le but de la démarche de réduction des consommations, il est de garantir, de préserver, voire d'améliorer le service rendu. Si on fait ça, c'est parce que, enfin, en tout cas, pour moi, mon positionnement, c'est de dire, je veux m'assurer qu'il y aura des bibliothèques ouvertes dans un monde post-pétrole. Pour ça, il faut sortir la bibliothèque de sa dépendance au pétrole et aux énergies fossiles. Parce que sinon, et c'est ce qu'on a vu il y a 2 ou 3 ans, quand il y a eu la crise vraiment très forte de l'énergie lors de l'entrée en guerre de l'Ukraine, euh, on a vu des exemples de bibliothèques qui ont fermé parce qu'elles ne pouvaient plus faire face à leurs dépenses énergétiques. Et donc, il me semble qu'il y a deux aspects à cette question de la réduction des consommations.
Il y a la dimension de responsabilité, de contraintes externes, etc. Mais il y a aussi une dimension, pour moi, qui est au moins aussi importante, de résilience et de robustesse. Même si on est une petite bibliothèque, on est un petit pollueur par rapport au reste de l'industrie, c'est vrai. On est un service public essentiel, c'est vrai. Donc, on a le droit d'être ouvert. Je suis entièrement d'accord avec ça. Cependant, si on ne change pas, je pense qu'il y a un risque parce qu'on est dépendant d'une ressource qui va être de plus en plus rare et de plus en plus chère. Donc, ça répond pas complètement à votre question, mais en tout cas, ce que je peux dire très clairement, c'est que pour moi, enfin, en gros, effectivement, il y a deux manières de baisser ses consommations. Soit je ferme la bibliothèque, tout ou partie, soit je réduis les horaires d'ouverture, je réduis les périodes d'ouverture, voire je ferme la bibliothèque complètement. Soit je maintiens, voire j'améliore l'ouverture, mais pour ça, il va falloir travailler sur mon fonctionnement. Et c'est deux chemins possibles. Personnellement, je préférais qu'on prenne le chemin de se dire, bah, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on veut que les bibliothèques soient ouvertes. Elles sont essentielles, elles sont importantes et on veut qu'elle soit là dans un monde à nouveau post-pétrole. Dites-moi hein, si je réponds à côté de la question, vous avez le droit. Je ne sais pas, Monsieur Chenot, si vous voulez prendre la parole pour compléter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez rouvrir votre micro. Mais oui, effectivement, cette question, elle est... Enfin, on en parlait tout à l'heure, hein, cette contradiction entre voilà, la volonté des élus, la pression des usagers, enfin nos usagers à nous, et puis bah, cette question-là aujourd'hui, effectivement, est- c'est tendu, quoi. On sait Bien que c'est... sûr. Ouais. Mm. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez que j'avance? N'hésitez pas à rouvrir votre micro ou à lever la main ou à l'écrire dans le chat si vous n'êtes pas à l'aise avec le micro, et sinon, Fanny poursuivra. Pour indication, Fanny, il est 11h moins 25, donc ça. Merci beaucoup. Et ben c'est super. Pour l'instant, je suis parfaitement dans mon timing. Je ne doute pas de déraper un moment, mais pas encore tout de suite. OK. Et ben, s'il n'y a pas de questions, j'avance sur une question qui est extrêmement importante, qui est comment... Ah, ben, quelque chose qui arrive dans le chat. Touc. Comment est-ce qu'on mesure? Alors, je regarde juste. Oui, c'est Monsieur Chenot qui te remercie. Il vaut mieux économiser que d'obéir à des injonctions officielles à court terme. Tout à fait. Et il y a cette question, du coup, effectivement, de comment on anticipe. Parce que si c'est pour se retrouver avec effectivement, une injonction qui tombe dessus et qui n'a pas été anticipée, c'est beaucoup plus dur de réagir que si on est sur un plan de long terme qui permet de la concertation, qui permet de l'anticipation, des investissements s'il y a besoin, etc. Complètement d'accord. Alors, comment mesurer ces consommations? Et déjà, premier point, extrêmement important, quand je dis mesurer, je parle de mesurer en kilowattheure et pas en euros. Et je vous donne un exemple très concret, et je suis sûre que ça va parler à plein de gens. D'ici une bibliothèque avec qui on a regardé leur relevé, on avait leur relevé en euros sur une période longue. Vous voyez qu'on avait vraiment tout de 2010 à 2022. Et donc sur cette période, les factures en euros sont passées de 6 000 à 10 000 euros par an. Donc légitimement, la tutelle peut dire, quand même, vous exagérez, vous avez multiplié par 1,4 votre consommation, ça n'est point raisonnable. Et ensuite, on peut rajouter la consommation électrique en kilowattheure. Et là, on voit tout de suite apparaître une histoire complètement différente. On est passé de 48 000 kilowattheures par an à 36 000 kilowattheures par an. En gros, on est sur une baisse de l'ordre de moins 30%. Alors, une baisse qui est passée par des hausses, des baisses à nouveau, etc. Mais enfin, la tendance générale, c'est une tendance à la baisse. Donc ça, c'est vraiment mon premier point. Je vous encourage vraiment très très fort à obtenir, à chercher à obtenir, et on va se demander comment on peut faire, parce que ce n'est pas simple, je le sais, des données qui ne soient pas des données en euros, mais bien des données physiques, des données de consommation en kilowattheure. Parce que les euros, ça ne veut rien dire. Voilà. L'exemple là est très parlant. On pourrait prendre aussi l'exemple de quand on prend un train. On sait très bien que deux personnes assises à côté dans le même train ne vont pas payer le même prix. Donc, les données, le prix ne dit rien de l'impact écologique. Et donc, ce n'est pas une mesure intéressante ou fiable si on veut travailler sur son impact. Ceci étant dit, on a donc cherché à voir comment les bibliothèques mesuraient leur consommation énergétique, pardon. Alors, effectivement, dans l'énergie, il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté l'électricité, et d'un autre côté le chauffage, qui parfois est électrique, parfois ne l'est pas, et il peut y avoir la clim en plus. Euh, on a déjà posé la question du compteur électrique, et je suis sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans. Ce qu'on a constaté, et j'avoue que pour moi, c'était quand même
c'est un point qui rend compliqué en fait de travailler sur ce sujet, puisqu'on a seulement 44% des bibliothèques, on a une centaine de bibliothèques qui ont répondu à une enquête, euh, et même pas la moitié sont sûrs d'avoir un compteur électrique. Il y a un tiers qui est sûr de ne pas avoir de compteur électrique et un quart qui ne sait pas. Ce qui veut quand même dire que l'information n'est pas facile à trouver. Soit tout simplement elle n'existe pas parce que le bâtiment est commun avec d'autres services, parce que le bâtiment n'a pas de compteur. Soit l'information existe, mais elle n'est pas accessible pour les bibliothécaires. Elle est traitée et conservée au service technique, à la compta, etc., mais elle n'arrive pas jusqu'à vous. Donc, il y a un vrai enjeu à obtenir ces données. Et cet enjeu, pour moi, il est double. Enfin, il y a deux raisons qui font que je vous encourage très fort à chercher des données physiques. Le premier, c'est tout simplement pour être efficace. C'est quand même très difficile d'agir de manière efficace si on ne sait pas d'où on part et on ne sait pas d'où on va et on ne sait pas si on baisse ou pas. Donc, pour mettre les efforts aux bons endroits, pour se rendre compte de l'amplitude et l'ambition des efforts à faire, etc., c'est quand même vraiment important de disposer d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que vous avez besoin de données, c'est pour être motivé. C'est très compliqué de soutenir des efforts dans le temps si vous n'êtes pas capable de voir si vos efforts ils ont un impact ou pas. Si ça fait un an que vraiment toute l'équipe est à fond, fait des tonnes d'efforts, etc., mais qu'en fait vous ne savez pas si vous avez gagné 1%, rien, ou 20% de consommation, c'est impossible à tenir dans le temps. C'est trop démotivant. Donc, pour ces deux raisons, à la fois être efficace et être motivé, vous avez besoin, donc prenez-le comme un escape game ou comme un défi personnel. Je veux trouver des indications, des informations de consommation énergétique de ma bibliothèque sur l'électricité et sur le chauffage. Donc, le chauffage, si c'est un compteur gaz, eh ben, pareil, hein, trouver qui a le relevé et quelles sont les données physiques. Alors, une fois qu'on a constaté ça, on s'est dit, vu qu'il y a plein de bibliothèques qui n'ont pas de compteur, est-ce qu'on peut établir une espèce de moyenne? C'est-à-dire relever les consommations de suffisamment de bibliothèques pour se dire, ben, en moyenne, par mètre carré et par an, une bibliothèque, elle est là. Donc, on a sollicité beaucoup de bibliothèques et il y en a peut-être là dans l'assistance qui ont répondu et que je remercie parce que ça a été très précieux de pouvoir s'appuyer sur ces données. On a 101 bibliothèques qui ont répondu à un questionnaire sur leur consommation. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est poser sur ce petit graphique un point à chaque fois qu'on avait une bibliothèque qui nous donnait une donnée qui était fiable. Parce qu'on a aussi constaté qu'il y avait des données qui n'étaient pas très fiables, les unités n'étaient pas bonnes. On a nettoyé les réponses et pour ce qui nous paraissait fiable, on les a posées sur ce graphique que je vais vous expliquer. En... Alors, je ne sais jamais qu'est-ce qui est l'abscisse et l'ordonnée, mais en horizontal, ce sont les consommations électriques. Donc, c'est que l'électricité en kilowattheure par an et par mètre carré. Donc, vous voyez qu'ici, je consomme très peu par mètre carré et là, je consomme beaucoup par mètre carré. Et vous voyez que on est entre les plus petites, on va être à même pas 5 et les plus grandes, on approche de 200. Donc déjà, ça vous donne une idée quand même de l'ampleur de la différence. Et puis, on voulait se demander s'il y avait un lien entre la taille de la bibliothèque et sa consommation. Est-ce que c'était un facteur qui jouait ou pas? Donc ici, on a réparti les bibliothèques entre 0 mètre carré, on a des tout petits établissements ici, et la plus grande qui fait autour de 15 000 mètres carrés. Bon, en fait, ce qu'on voit une fois qu'on a posé les points, c'est qu'il n'y a pas vraiment, on n'a pas l'impression qu'il y ait une logique qui se dégage vraiment. Il y a beaucoup de points dans le premier quart ici, quand même. Un peu plus on avance et moins on en a. Les très grosses consommations, il y en a beaucoup moins. Les grosses consommations, il y en a moins. Et donc, voilà, le plus gros est réparti entre 0 et 100. Mais enfin, sans qu'on puisse dégager vraiment une logique. Donc, on a cherché à discriminer ces points. Et donc, j'ai rajouté des filtres ou des critères pour voir si ça disait quelque chose ou pas. On a mis en vert des bibliothèques qui n'ont pas de chauffage électrique et pas de clim, puisqu'on regardait seulement l'électricité. On a essayé de regarder est-ce que ça jouait. Donc en vert, les bibliothèques qui ont ni chauffage électrique ni clim. En bleu, des bibliothèques qui ont le chauffage électrique mais pas de clim. En orange, des bibliothèques qui ont la clim mais le chauffage qui n'est pas électrique. Et en rouge, j'utilisais l'électricité pour et le chauffage et la clim. Bon, ben vous voyez que même ça, moi j'ai du mal à dire que ça dégage une tendance nette. Évidemment, sans grande surprise, hein, les bibliothèques qui n'ont pas de chauffage et pas de clim sont largement dans la première moitié, on va dire, en dessous de 80 kWh par mètre carré et par an, sans trop de surprise. Et ceux qui utilisent l'électricité pour le chauffage et la clim sont plutôt dans les moyennes hautes. Mais
On a aussi ici des bibliothèques qui n'ont pas de clim, mais qui sont quand même très hautes. Ici, une bibliothèque qui a ni chauffage ni clim, et qui est quand même très haute. Et à l'inverse, des bibliothèques qui ont des clims et qui sont dans des moyennes plutôt basses ou raisonnables. Donc, ce qu'on a conclu à ce stade dans notre étude, c'est bah, on ne peut pas conclure grand-chose finalement. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de profil type et que même en appliquant comme ça des profils de bibliothèques, ça nous paraît un peu compliqué de proposer des moyennes. Alors, on l'a quand même fait, hein, vous verrez qu'on a quand même donné sur les 100 bibliothèques considérées les moyennes de consommation par mètre carré et par an, mais je ne suis pas sûre que ça soit très parlant. Par contre, voilà, on a fait le tableau comme ça. Donc, vous voyez, moins de 50 kWh, on a 5%. L'essentiel des bibliothèques, il est entre 100 et 200 kWh par mètre carré et par an. Et puis ensuite, on a au-dessus. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de faire le lien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les plafonds proposés par le décret tertiaire. Si je regarde une bibliothèque ouverte 72 heures par semaine, je vais être à un plafond de 83 et 20 heures semaine à un plafond de 57 pour une bibliothèque dans une région parisienne. Vous voyez qu'en fait, ben, on a au minimum, là, je suis à 70% des bibliothèques qui sont au-dessus, voire très au-dessus de ce plafond. On a quelques bibliothèques qui se déclarent en dessous. Donc, soit c'est possible et c'est une très bonne nouvelle, soit le mode de calcul n'est pas complètement fiable, mais c'est possible qu'il y ait des bibliothèques qui soient très sobres, hein, dans des bâtiments bien conçus, bien réglés, etc. En tout cas, pour une part considérable des bibliothèques, on est au-dessus et il va donc falloir faire quelque chose. Je pense que je suis un peu en avance sur la pause. Tu pourrais me donner l'heure, Carole? Je regarde moi-même, sinon. Tac. Oh, pardon. Il est 11h moins 10. Ok. Et ben, si ça vous va, j'avance encore un tout petit peu et on fait la pause juste après. Alors, une fois qu'on a constaté ça, on s'est quand même dit, et du coup, je vais partager avec vous cet outil qu'on a fabriqué pour ça. Enfin, on a quand même constaté que, un, beaucoup de bibliothèques n'avaient aucune donnée sur leur consommation électrique. Deux, que les données qu'on avait, elles n'étaient pas toujours très fiables. Et trois, qu'une fois que j'ai dit, pardon, je reviens un peu en arrière, mais une fois que j'ai dit ça, que ma consommation, elle est de 34 000 kilowatts par an, bah, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour utiliser cette donnée-là pour me mettre au travail? C'est pas du tout évident. Super, je sais combien consomme ma bibliothèque, mais par quoi j'attaque? C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'il consomme, etc. J'ai pas beaucoup de matière, j'ai pas beaucoup de billes pour me mettre au travail efficacement. Donc, on a prototypé un petit atelier en se disant, on a besoin de trouver des moyens de mesurer la consommation électrique et idéalement de le faire un peu plus finement. Donc, le premier sujet, ça a été de se dire comment on peut faire dans des bibliothèques qui éventuellement n'ont pas de compteur. Et en gros, donc, il y a trois possibilités. La première, votre bibliothèque a un compteur. Bonne nouvelle. Ça veut dire que quelque part, l'information est disponible. Et donc là, c'est un sujet plutôt d'organisation et de communication avec les services dont vous dépendez pour trouver qui a l'information. Mais parfois, si votre compteur, par exemple, c'est un Linky, eh bien, sur le compteur, vous pouvez voir la consommation depuis un point de référence qu'il faut paramétrer et qu'il faut connaître. Et vous pouvez aussi voir la puissance en temps réel. Je vais revenir sur cette information-là. Donc, première option, j'ai un compteur. Très bien. Deuxième option, j'ai un tableau électrique. Ça, vous avez normalement tous et toutes un tableau électrique, hein, puisque c'est l'endroit où vous avez tous les disjoncteurs, etc. Mais parfois, sur le tableau électrique, il y a ce qu'on appelle une petite centrale de mesure. J'ai pas mis de photo, mais c'est un petit écran sur lequel, ça ressemble à l'écran du compteur Linky, je vais avoir un affichage de puissance électrique appelée en temps réel et de consommation totale. Et puis la troisième option, si on n'a pas de compteur Linky ou si on n'a pas de compteur, si le tableau électrique n'a pas de centrale de mesure, on est allé chercher un petit outil que vous avez là en photo. Celui qu'on a utilisé s'appelle EcoJoco. C'est pas très lisible, mais c'est noté ici, là, EcoJoco, qui est composé de deux parties. Euh, ce truc-là qui se pose tout simplement sur le disjoncteur. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un compteur. Normalement, je pense que 100% des bâtiments ont un disjoncteur, puisque c'est le disjoncteur qui permet d'arrêter l'électricité en cas de, notamment d'incendie. Ça, c'est vraiment réglementaire de base. Vous avez un disjoncteur général. Et donc, ce capteur, il se pose tout simplement sans aucune intervention. Alors, sans doute, vous n'avez pas, enfin, il faut voir qui a la capacité, l'habilitation technique pour accéder au disjoncteur, mais il suffit de le poser sur le disjoncteur et il va communiquer par onde radio avec un petit écran comme ceci, qui peut être n'importe où dans la bibliothèque, du coup.
et qui va afficher en temps réel la puissance électrique appelée au fur et à mesure. Alors, c'est le moment où on fait un micro-rappel de physique. La consommation, elle se mesure en kilowatts par kilowattheure, hein, kWh, kilowattheure. Et cette consommation, elle est la multiplication de la puissance et du temps. Donc, si j'ai par exemple un grille-pain, sa puissance, c'est 1000 watts à peu près. Si je l'utilise pendant 1 heure, j'aurais utilisé 1000 watts-heure, ou bien 1 kilowatt-heure. Kilo, c'est 1000, d'accord? Donc, 1000 watts, c'est 1 kilowatt. C'est le moment de me dire si je vous ai perdu. Tout le monde n'a pas la chance de réviser le brevet avec ses enfants en ce moment. Mais donc, la consommation, c'est la puissance multipliée par le temps. Du coup, ce capteur, il ne permet pas de mesurer la consommation, il permet de mesurer la puissance appelée. C'est-à-dire de dire, vous avez actuellement un certain nombre d'équipements en fonctionnement, et ces équipements, là tout de suite, à la seconde où on parle, ils appellent tant de puissance électrique. Il y a tant de kilowatts d'électricité qui circulent. Et ensuite, il faudra ramener ça à du temps pour avoir la consommation. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de regarder sur une durée, qu'est-ce qui consommait dans une bibliothèque. Et on l'a fait de deux manières, je vais essayer de vous raconter. La première, c'est laisser le capteur sur un temps un peu long et regarder ce que ça nous disait. Donc, vous voyez, ça, c'est l'application connectée. On a ici les kilowattheures, ou les watts, pardon. Donc, 3000 watts, ça fait 3 kilowatts, 6 kilowatts, 9 kilowatts. Et ça, c'est le temps. Donc à 1 heure du matin, 5 heures du matin, et manifestement, la bibliothèque ouvre vers 9 heures, puisque vous voyez qu'on a les consommations électriques qui démarrent à 9 heures. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce genre de mesure. La première chose que je peux peut-être vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle le talon. Le talon, c'est ça. Ce sont les consommations qui n'arrêtent jamais. Les consommations qui continuent à courir, même quand on a l'impression que tout est éteint. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez que c'est beaucoup plus faible que quand la bibliothèque est en situation d'ouverture. Par contre, ça tourne 24 heures sur 24. Et donc beaucoup plus longtemps que ces consommations-là. Donc un premier axe de travail intéressant, c'est d'essayer de travailler sur le talon. Mettre la bibliothèque en situation de fermeture et puis finalement chercher ce qui tourne et est-ce qu'on peut avoir du gain sur ce qui tourne. Parce que là, chaque kilowattheure qui est gagné, il est multiplié par 24 heures, par 365 jours, et donc ça va être une économie importante. Et à nouveau, enfin, je le redirai peut-être en vous présentant un peu l'atelier, mais pour moi, pour réussir à travailler sur ces sujets-là, il faut le prendre un peu comme un jeu. Vraiment comme un jeu de piste ou de détective, en se disant on va aller traquer ceux qui tournent et qu'on ne voit pas, ceux qui consomment sans qu'on le sache, etc. Et essayer de le tourner de manière un peu ludique. Un autre exemple dans le cas de cette bibliothèque où donc on a laissé le capteur pendant un moment, après quelques semaines de mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les jours un pic de consommation à 21 heures, période d'ouverture, de fermeture de la bibliothèque. Donc, mystère et boule de gomme. Et on s'est rendu compte, en interrogeant notamment les services techniques, que finalement, le compteur de la bibliothèque alimentait aussi l'allumage de l'éclairage extérieur, du parvis de la bibliothèque et d'une rampe d'accès handicapée qui était éclairée le soir, etc. Donc, on a pu leur demander si peut-être on pouvait régler les horaires de déclenchement de cet éclairage qui se déclenchait à 21 heures alors que l'été à 21 heures il faisait jour. Et deux, ça donne aussi des arguments de discussion avec sa tutelle qui demande des réductions de consommation, quand on peut dire, ah, n'oublions pas quand même, dans ce cas-là, hein, que la bibliothèque, elle, on lui impute aussi les consommations qui sont liées à de l'éclairage urbain, qui ne relèvent pas de l'activité de la bibliothèque. Donc c'est ce genre de choses que permet le fait voilà, de poser un capteur et de suivre dans le temps les informations. Je reviens juste dessus pour vous dire que cet outil-là, à l'achat, ça coûte environ 200 euros et ça peut se louer pour 8 euros par mois à peu près. En tout cas, moi, quand je l'ai loué, ça coûtait 8 euros par mois. Et personnellement, je trouve que c'est un outil ou un petit investissement utile qui peut aussi rentrer dans les collections et ou être mutualisé entre plusieurs bibliothèques. Parce qu'on s'en sert une fois et puis après, on peut le faire passer, éventuellement le reprendre l'année d'après pour voir si on a progressé ou pas. Euh, donc, tac, je regarde juste, ouais. Juste pour vous décrire du coup ce qu'on a fait avec cet outil. Et on a essayé de documenter et donc vraiment décrire tout un protocole qu'on partage aussi avec vous dans les outils. Donc c'est le deuxième outil qu'on met à votre disposition. Euh, on a créé le petit protocole suivant qui est relativement simple et assez efficace, qui consiste alors
éventuellement faire un petit temps d'introduction. C'est super de le faire si vous pouvez avec le personnel de la bibliothèque et les services techniques. Une personne des services techniques qui va pouvoir déjà faciliter l'accès au tableau électrique, visiter les installations, ça permet de l'interconnaissance, etc. Donc les 2 fois où on l'a fait, il y avait les services techniques et c'était très utile. On commence par un petit temps de brise-glace qui peut être de demander à chacun comment dire, un mot qu'il associe l'électricité, par exemple. Et ça permet déjà d'ouvrir la discussion sur le fait qu'on met tous des choses très différentes autour de cette notion d'électricité. Et puis ensuite, on a donc posé le capteur et allumé la bibliothèque en situation normale de fonctionnement. Donc voilà, allumer l'éclairage, les ordis, la ventilation, le chauffage, etc. Euh, Avant ça, pardon, je ne vous dis pas les choses dans l'ordre. Avant ça, on avait fait un travail tous ensemble pour noter sur des petites fiches. Vous avez vu, j'ai une passion pour la petite fiche. En vrai, du papier de brouillon coupé en deux, ça va très bien. Toutes les catégories d'équipements de la bibliothèque qui consomment de l'électricité. Donc, on a essayé de faire des grandes familles. On s'est dit, bah, il y a l'éclairage, il y a le chauffage, il y a les ordinateurs, il y a la tisanerie avec le frigo, il y a l'eau chaude. Voilà. Essayer de tout lister. Et rebelote, on a refait un petit timeline en se disant, bah, à votre avis, dans votre bibliothèque, qu'est-ce qui consomme plus? Est-ce que c'est plutôt les ordis? Est-ce que c'est plutôt l'éclairage? Donc, on a fait des hypothèses en se disant, bah, a priori, on pense que le photocopieur consomme moins que l'éclairage. Bon. On a allumé la bibliothèque avec notre capteur qui mesurait combien d'électricité était appelée en temps réel. Et ensuite, on a tout éteint progressivement en notant à chaque fois. Donc, si, je dis n'importe quoi, mais si la bibliothèque était à 9000, 9000 watts en situation de fonctionnement normal, on a éteint tout l'éclairage. Peut-être qu'on arrive à 6000 watts. Et donc, on a noté, OK, on a à peu près 3000 watts liés à l'éclairage. Et ensuite, on a fait pareil pour vraiment toutes les familles d'équipements. Donc, on éteint le chauffage, on éteint les ordis, on éteint la ventilation, etc. On regarde jusqu'où on arrive à descendre. Et quand on n'arrive plus à descendre parce qu'on a l'impression que tout est éteint, on a trouvé notre talon. On a trouvé ceux qui fonctionnent tout le temps, qui consomment de la puissance électrique et qui donc consomment des euros aussi en permanence et qu'on ne voit pas. Et donc là, ça peut être aussi un travail avec les services techniques, hein, d'essayer d'aller identifier qu'est-ce que c'est que cette consommation résiduelle. Est-ce que c'est l'alarme incendie? Est-ce que c'est les spots de sécurité? Est-ce que c'est la baie informatique, etc. Est-ce que c'est le chauffe-eau? Voilà, aller identifier s'il y a des choses, des consommations un peu fantômes. Et donc, éventuellement, une troisième phase qui peut être vraiment hyper intéressante, c'est de se dire, ben, on est parti de 9000 watts en situation de fonctionnement un peu classique. Euh, on sait que notre horizon à 2050, c'est moins 60% de consommation. Alors, on peut faire à moins 60, on peut faire à moins 40, on fait comme on veut, hein. Mais du coup, on peut prendre un temps pour discuter collectivement de qu'est-ce qu'on rallume, qu'est-ce qu'on ne rallume pas, pour essayer de se mettre dans une situation réelle de j'ai baissé ma consommation, là, sans travaux, sans rien faire, hein, j'ai baissé ma consommation de 30, 40, 50%. Et ça donne des discussions intéressantes sur quels espaces ont besoin d'être éclairés en permanence. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas seulement un sujet technique. Moi, je me souviens d'avoir eu des échanges vraiment très, très pertinents avec les équipes sur cet espace-là. S'il n'est pas éclairé, les gens ne vont pas rentrer dedans. Et donc, on dégrade le service. S'ils n'osent pas rentrer dans la pièce parce qu'elle n'est pas éclairée, finalement, ils vont plus l'utiliser. Et donc, ils vont pas aller dans l'espace informatique ou des choses comme ça. Si les ordi ne sont pas allumés, les utilisateurs ne vont pas aller les utiliser. Et du coup, voilà, pour moi, c'est des discussions qui montrent que l'éclairage, par exemple, remplit d'autres fonctions que juste éclairer. Il transmet de l'information. Il dit, c'est ouvert, vous avez le droit d'y aller. Et donc, la question, ça pourrait être, est-ce que cette information, elle peut être transmise autrement qu'avec de l'éclairage électrique? Est-ce qu'on peut avoir un panneau? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un interrupteur et que les usagers aient le droit d'appuyer sur un interrupteur? Ce qui n'est pas toujours évident dans une bibliothèque à l'heure actuelle. Voilà, ça ouvre d'autres discussions. Voilà, j'espère que je suis à peu près claire. Donc sur ce petit atelier, pareil, hein, qui prend, alors ça prend un peu plus de temps, ça prend peut-être au maximum 2 heures, mais ça permet de mesurer ce qui consomme de l'électricité dans votre bibliothèque et d'avoir des ordres de grandeur. Et du coup, je peux peut-être pour conclure cette petite présentation, vous montrer un exemple de résultat. On en a mis deux dans le rapport qui sont très différents, qui n'ont vraiment rien à voir. Donc ici, une bibliothèque, je réfléchis laquelle c'était. Ouais, bibliothèque urbaine, récente, bâtiment relativement récent, plutôt efficace. Et donc la grosse surprise, CTA, c'est la centrale de traitement de l'air, c'est la ventilation. Ça a été une surprise pour moi quand on a fait l'atelier. Aujourd'hui, ça n'en est plus une, parce qu'en fait, avec un peu de recul et en ayant vu d'autres bâtiments, en fait, la ventilation, c'est souvent un endroit, c'est souvent un gouffre.
Et donc, c'est souvent un gisement d'énergie, de réduction des consommations très important. Les centrales de traitement de l'air, elles sont parfois surdimensionnées par rapport aux besoins. Elles fonctionnent parfois 24 heures sur 24, alors qu'elles sont censées fonctionner quand il y en a besoin. Et pour ça, on peut imaginer d'avoir un petit capteur des taux de CO2, par exemple, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de renouveler l'air tout le temps. On a besoin de renouveler l'air pour qu'il soit de bonne qualité. Si on a des fenêtres, ça marche très bien. Si on n'a personne, on n'a pas besoin de ventiler à fond les ballons. Et donc, on peut regarder à la fois, est-ce que la centrale, elle est bien entretenue? Est-ce que les filtres sont propres? Est-ce que les bouches sont propres? Et est-ce qu'elle est bien réglée? Est-ce qu'elle est programmée, etc. Typiquement, dans cette bibliothèque, alors, c'était vraiment super d'avoir le service technique avec nous. On s'est rendu compte, donc la centrale de traitement de l'air, elle aspire de l'air à l'extérieur. En général, il y a un système d'échange de chaleur. L'air intérieur qui est expulsé, il est dans un tuyau qui va entourer ou en tout cas qui va être au contact de l'air extérieur qui rentre dans la bibliothèque pour réchauffer cet air extérieur. Mais il peut y avoir aussi un petit passage par une résistance électrique qui va chauffer un peu l'air pour éviter de mettre de l'air à 5 degrés dans la bibliothèque. En l'occurrence là, la température de l'air était réglée à 28 degrés. Et en fait, les réglages, on a présumé que le prestataire technique qui était en charge à la fois de la ventilation et du chauffage, dans son contrat, il avait un intéressement économique au fait qu'on ne consomme pas trop de chauffage et qu'on baisse les consommations de chauffage, mais il n'y avait rien qui était dit sur la CTA. Et donc, on a pensé que sans doute il avait monté la température de la CTA pour pouvoir baisser un peu la température du chauffage et être un peu mieux disant sur les consommations de chauffage. Seulement, la CTA, c'est pas un chauffage. C'est pas pensé pour ça. Ça souffle de l'air chaud par le haut de la pièce et donc l'air chaud reste en haut. Donc d'un point de vue énergétique, ça n'a pas de sens. Donc là, il y avait un gain très rapide dans cette bibliothèque et vous voyez que le gain, il porte sur 56% de la consommation. Donc si on gagne ne serait-ce que 10% sur cette part-là, on fait un gain très rapide et très important. Et par contre, on voit que ben, ici, alors en l'occurrence, ce n'était pas un chauffage électrique, donc les 3% ici sont liés au fonctionnement de la chaudière, qui était une chaudière à pellet, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on voit que ce n'est pas ça le sujet, ou que ce ne sont pas non plus les ordinateurs le sujet. C'est seulement 3% de la consommation. On peut toujours faire mieux, bien sûr, mais les gros gains, ils vont être sur l'éclairage et sur la ventilation. Dans l'autre bibliothèque où on a fait ça, on a eu des résultats complètement différents, où pour le coup, l'éclairage était très efficace, un éclairage qui avait été passé entièrement en LED. Par contre, les ordis très peu efficaces, donc grosse consommation d'ordinateurs. Et je me souviens plus, il y avait autre chose. Non, je dis peut-être une bêtise, peut-être que l'éclairage était fort aussi. Et il y avait aussi les ordinateurs qui étaient très forts. Et on retrouve le même ordre de grandeur, hein, de 9 à 10% sur le talon. Donc ça, à nouveau, ici, c'est juste à un moment T. Et donc, en général, ce moment T, c'est la période d'ouverture de la bibliothèque, à peu près. Par contre, lui, là, le 9%, il va tourner en continu. Donc, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même vraiment important parce que c'est sur une période de temps qui est plus importante. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire sur cette partie mesurée. Et donc, si ça vous va, on peut faire un petit temps d'échange et de questions et après, on fait une mini pause. Alors, il y a une question, Fanny, dans le chat qui demande, n'y a-t-il pas une réglementation qui oblige à laisser l'éclairage dans toutes les parties ouvertes au public pendant l'ouverture de la bibliothèque, notamment pour des raisons de sécurité et d'accessibilité des lieux? Donc, c'est une information transmise pour un collègue et Marie souhaite savoir si elle est avérée ou pas. Oui, alors il y a effectivement des normes. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne les connaît et personne ne sait si on est dans la norme ou au-dessus de la norme ou en dessous de la norme. Donc, on a mis les niveaux lumineux recommandés dans le rapport. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les normes liées à la sécurité, il y a les normes liées à l'accessibilité qui peuvent être légèrement différentes. Et ça se mesure en luxe par mètre carré. Je suis intéressée de savoir si une personne dans cette audience connaît la quantité de luxe de sa bibliothèque. Et ça se mesure avec un luxmètre. Donc c'est aussi, je pense, un outil qu'il pourrait être très intéressant d'avoir dans une petite mallette de kit d'autodéfense de la consommation énergétique pour se dire, est-ce que ma bibliothèque, elle est au-dessus ou en dessous des recommandations? Je ne pense pas qu'il y ait une obligation que ce soit allumé quand il n'y a personne. Je pense que c'est une obligation que ce soit allumé quand il y a quelqu'un. Ça, à vérifier, hein, mais le fait enfin voilà, il y a une possibilité qu'il y ait soit un interrupteur, soit un détecteur de présence qui permettent que les choses soient éclairées quand il y en a besoin. Mais une pièce qui est vide, par contre, c'est sûr, il n'y a aucune norme qui dit qu'une pièce vide doit être éclairée. C'est plutôt le contraire. Euh, Après, là, on est sur une question qui, à mon sens, n'est pas seulement une question technique, qui est vraiment une question culturelle de comment on fonctionne dans le bâtiment et qu'est-ce qu'on considère comme accueillant ou non pour nos usagers. Vouloir bien accueillir les usagers,
c'est un souhait légitime. Et je crois qu'on n'arrivera pas à faire des réductions si on ne fait pas les aménagements nécessaires pour garantir le niveau de service. Ça, c'est globalement le fil rouge ou la pensée avec laquelle on a essayé de travailler ce sujet, de dire que toute mesure qui permet des réductions doit entraîner des ajustements pour garantir le niveau de service, de confort, de sécurité, etc. Donc peut-être qu'un ajustement, c'est mettre un interrupteur qui se déclenche tout seul ou mettre un interrupteur avec un panneau pour l'indiquer, etc. Ou un interrupteur qui soit extérieur à la pièce pour allumer avant de rentrer. Euh, Là, le cas auquel je pense, c'était une salle informatique avec des fenêtres avec un éclairage naturel. Donc en réalité, il fallait rentrer dans la pièce, allumer l'interrupteur et s'installer en ayant déjà une lumière naturelle qui permettait de voir dans la pièce sans avoir allumé l'interrupteur. Et voilà, l'envie légitime ou le frein légitime des équipes était de dire si la pièce est fermée, c'est une porte vitrée. Si la pièce n'est pas éclairée, les gens ne vont pas rentrer. Et je pense que c'était sans doute vrai. Donc, il faut vraiment avoir ce travail-là de qu'est-ce qu'on fait pour qu'on sente qu'on a le droit de rentrer et qu'on a le droit d'allumer la lumière. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour allumer la lumière pour les usagers? On a eu ce même genre de discussion sur l'accueil et le hall d'accueil, en se disant, il y a beaucoup de bâtiments où les halls d'accueil sont même quasiment vides, où on a vraiment une espèce de sas qui parfois est très grand, qui pose aussi des questions de chauffage. Parfois, il y a une personne qui est à la borne d'accueil, en face des portes, en train de se geler, hein, c'est un grand classique. Mais les usagers, ils s'arrêtent pas là, ils traversent. Par contre, on veut que ce soit très éclairé, très allumé, pour montrer qu'on est ouvert. Et donc, à nouveau, on utilise la lumière, non pas pour éclairer, mais pour transmettre une information. Et donc là, il y a peut-être des choses qui peuvent être faites, mais c'est très, très culturel. Et dire que c'est culturel et pas technique, ça ne veut pas dire que c'est facile. Les habitudes, c'est le frein le plus puissant au changement, plus que les contraintes techniques ou les contraintes économiques. Voilà, donc il y a des éléments sur les normes en termes de lumière dans le rapport. Et peut-être juste un mot, et après je vois qu'il y a peut-être une autre question, un mot sur les détecteurs de présence qui peuvent vraiment être des faux amis quand ils sont pas bien réglés. Les recommandations aujourd'hui, notamment sur la rénovation énergétique, disent quand vous installez des détecteurs de présence, il faut qu'ils soient couplés, que le détecteur il détecte aussi la luminosité. Parce qu'il y a plein de situations, je suis sûre que vous avez des exemples chez vous, où en fait il fait déjà jour et le détecteur de présence détecte qu'il y a quelqu'un qui traverse un couloir et va s'allumer quand même, alors qu'il n'y avait pas forcément de besoin. Et par ailleurs, il y a aussi les détecteurs qui sont mal réglés en termes de durée d'allumage. Alors trop court, c'est très agaçant. Mais trop long, on est moins efficace que si on avait tout simplement eu un interrupteur, voire pas allumé quand il n'y en a pas besoin. Peut-être dis-moi s'il y a d'autres questions ou Non, juste dans le chat, il y avait Monsieur Aubert qui précisait qu'il y avait des applis sur smartphone qui font luxmètre, alors qui sont à étalonner, mais ça donne une première idée, en tout cas, de cette mesure. Voilà. Donc, super. Vous avez vous déjà expérimenté et ça marche bien? alors, je laisse Monsieur Aubert Ouais. prendre le micro, éventuellement nous y répondre dans le chat s'il a testé, mais je pense qu'a Oui, j'ai priori, déjà testé. Après, comme je disais, pour l'instant, il faut effectivement, faudrait pouvoir comparer ça avec un vrai LuxMec parce que c'est pas toujours c'est pas toujours très précis, on va dire. En fonction des applis, elles donnent alors, on est souvent dans des fourchettes identiques, mais des fois, ça peut être assez différent ce qu'on trouve comme résultat. Mais ça permet au moins, ne serait-ce en allant dans les espaces, de voir là où c'est sous-éclairé par rapport aux 500 lux minimum qu'on est censé avoir en termes de visibilité et même au niveau des places de travail, ça permet déjà de dégrossir un peu le sujet. Au moins voir d'objectiver un peu là où c'est particulièrement sombre, ou là où c'est déjà bien éclairé, et on pourrait se passer éventuellement d'un éclairage artificiel. Et du coup, vous l'avez utilisé dans le cadre de la bibliothèque? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre LuxMètre? Pour l'instant, je projette en fait de le faire. Il faut organiser tout ça, mais voilà, bon, je fais un peu le tour des outils qu'on pourrait utiliser pour ça et ça en fait partie. Il faut que je creuse la question, mais c'est une Moi, piste. j'ai testé. Enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas fait de façon très scientifique, mais je veux dire, j'ai quand même fait le tour de la bibliothèque avec mon téléphone et avec l'application de LuxMètre. Et ça a conforté les choses que je pensais déjà, enfin, des points qui n'étaient pas assez éclairés et d'autres qui étaient beaucoup trop lumineux. Alors, je pense pas que ce soit une valeur
complètement fiable puisque bon, c'est pas un vrai luxmètre, mais ça donne quand même un ordre d'idée et puis ça correspond aussi avec les ressentis. Donc, Hmm. ça peut donner un premier aperçu avant de lancer une, euh, une vraie analyse, on va dire. Hmm. Ouais, super. Super, merci. Il y a Madame Ramon qui levait la main. Je vous passe la Oui, parole. j'avais juste une question concernant le côté réseau. Nous, moi, je travaille à la bibliothèque de Toulouse, donc on est une vingtaine de bibliothèques, et j'ai pu voir que quand une bibliothèque a fait un bilan carbone, on avait fait une formation avec Fanny, elle correspondait pas du tout forcément aux autres bilans carbone présentés. Donc, c'est vrai que c'est aussi la question de comment on peut fonctionner sur un réseau où, en effet, c'est pas nous qui maîtrisons du tout ces sujets. Et est-ce que voilà, la clé c'est vraiment la mesure dans tous les lieux ou est-ce qu'il faut ouais, est-ce que c'est ça la clé finalement? Puisque par exemple notre bilan carbone qui a été commandé par la mairie, pour l'instant 6 mois après, il ne s'est rien passé. Ouais. Ouais, c'est une super remarque. J'ai une collègue qui fait un peu le même métier, mais pour le cinéma, qui a une formule que je trouve assez juste, qui dit monter sur la balance ne fait pas perdre de poids. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on commence à mesurer qu'on va réduire. Ceci dit, je trouve que c'est plus difficile de réduire si on n'a pas un tout petit peu des idées d'où on part et où on arrive. Encore une fois, notamment sur des sujets qui demandent quand même des efforts, des changements, une forme d'inconfort. Alors pas forcément d'inconfort thermique ou lumineux, mais d'inconfort au sens où on change des habitudes, on touche à des valeurs de notions d'accueil, de service, etc., qui sont très fortes. Et donc c'est inconfortable de travailler, d'avoir l'impression de remettre ça en question. Et du coup, moi, je trouve que les mesures, ça fait partie de se donner un peu plus d'armes pour travailler dessus. Par contre, Claire, je te rejoins complètement sur le fait il y a plein d'autres manières de travailler aussi ce sujet. Moi, je crois pas mal à l'implication et à la concertation, y compris avec les usagers. Mais il y a toute une dimension d'accompagnement du changement qui peut être vraiment importante, qui va passer aussi par identifier les freins. Pourquoi on ne veut pas changer? C'est très lié à, voilà, à ce que j'ai exposé juste avant. Euh, bon, on a Bon essayé de... après, Ouais, vas-y. ouais, pardon. Non mais c'est vrai qu'en période normale d'activité, voilà, c'est vrai que c'est tout à fait ce qu'on aurait fait, je pense. Après, c'est vrai qu'actuellement, alors, je sais pas si les collègues sont dans les mêmes situations, mais nous, on en est juste à essayer d'ouvrir, puisqu'on a plein de questions qui se posent. Donc, on est bien loin, en fait, pour l'instant, de ces questions-là. Et pourtant, moi, Ouais, j'ai un bout de mon poste qui est dédié. Et en fait, on en est juste à voilà, essayer d'ouvrir du mieux qu'on peut. Et on en est plutôt à réduire les horaires d'ouverture et essayer de trouver quelque chose de tenable dans la situation actuelle, en fait. ouais, Parce que la situation de Toulouse, plus ajoutée à la situation globale. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je vois pas trop, voilà, concrètement mesuré dans toutes les bibliothèques. On n'en est pas vraiment là. ouais, Et si on met par exemple des poubelles de tri, ce qui va se faire chez nous, ce qui n'est pas du tout le premier sujet sur lequel on aurait travaillé, c'est pour faire des économies personnelles. Donc on le tourne en mode c'est bien pour l'écologie, etc. Mais mm, c'est pas la réalité. Enfin, bon, mm. voilà. Ouais, Pardon, ouais, mais c'était c'est important ma de voir minute. ce contexte en tête et je pense qu'il est Ouais. très partagé, hein. Je ne crois pas que vous soyez la seule bibliothèque confrontée à ces difficultés qui sont réelles. Et d'ailleurs, juste après, on va parler un petit peu de l'exemple du chauffage, avec l'idée d'essayer de vous montrer qu'on peut faire des choses sur ce sujet. Ça ne s'applique pas à toutes les situations réelles qui existent de bâtiments totalement insalubres, dans lesquels la seule solution, c'est les travaux ou le déménagement. Là, on va parler plutôt des bâtiments. Alors, à peu près 125% des bâtiments sont considérés comme des passoires thermiques par leurs usagers, hein. Donc, c'est très très rare de rencontrer un bibliothécaire qui nous dise ah, nous, c'est nickel. Ça arrive, ça fait hyper plaisir, mais c'est quand même vraiment très rare. Donc, en fait, il y a toute une gradation entre un bâtiment récent, pas hyper bien conçu, un bâtiment récent qui consomme pas trop, mais où on n'est pas hyper bien, et puis un bâtiment où on est vraiment mal, qui consomme à mort. Enfin, mais il y a voilà, toute une gradation. Il y a un niveau, et comme tu le dis, Claire, il y a un niveau aussi de précarisation des équipes, du budget, etc., qui fait qu'on n'a plus les moyens d'agir. C'est évident et on ne va pas le nier. Euh, L'intérêt de travailler sur les sujets énergétiques, c'est que on peut faire un gain côté budgétaire. C'est souvent quand même un coût, sauf que c'est pas forcément vous, votre budget direct, c'est souvent payé par la collectivité. Donc en fait, vous ne verrez pas non plus la couleur des gains éventuellement que vous allez faire, ce qui n'aide pas à se motiver, forcément. Donc oui, oui, je peux que souscrire à ce que tu dis. J'ai pas de solution magique pour ce genre de situation. Mm.
Il n'y a plus de questions. Enfin, en tout cas, il y avait une question sur les applis utilisées et puis les personnes concernées ont répondu sur quel type d'appli. Donc voilà, c'est parfait. C'est la Super. construction parfaite. Mais il n'y a plus de questions dans le chat. S'il y en a plus non plus, on peut faire tes 5 minutes de pause. Il est Ben ouais. 11h15. Ok, super. Bah, on fait vraiment 5 minutes et comme ça, on garde une quarantaine de minutes pour la suite si ça vous va. On Ok. se dit qu'on se retrouve à 20. Allez, on Ouais. se retrouve à 11h20. Je suspends l'enregistrement pendant 5 minutes et on se retrouve dans 5 minutes. Merci. Peut-être avant que je reprenne sur cette dernière partie, est-ce qu'il y a des questions qui vous sont venues pendant la pause ou des réactions? D'ailleurs, c'est pas forcément que des questions, ça peut être des témoignages, ça peut être des... Vous avez le droit de contester. Non, personne ne se manifeste. Écoute, Ok. tu es, Alors, tu es claire euh, et précise, tu vois. pour cette dernière partie, je vais prendre l'exemple du chauffage pour vous montrer comment on a essayé de proposer des pistes de changement possibles. Et je spoil tout de suite en disant qu'il n'y aura pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique, gratuite, facile, immédiate, etc. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. Et vous dire aussi que cette partie, elle est très très largement inspirée des travaux de quelqu'un qui s'appelle Pascal Lenormand, qui est lui quelqu'un qui travaille vraiment, qui est thermicien, et sa société s'appelle Incube, INCUB. Et ça fait partie des ressources qu'on a listées dans la courte bibliographie qu'on propose à la fin de l'étude, parce que ils ont un site, un blog qui est une petite mine d'or, qui montre vraiment tout ce qu'ils font, notamment dans beaucoup de lieux culturels. Alors, pas des bibliothèques à ma connaissance, mais des théâtres, des choses comme ça, donc des lieux culturels qui reçoivent du public. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ils ont quand même beaucoup d'exemples de lieux qui mettent en place leurs préconisations et qui baissent de manière très importante leur consommation énergétique. Donc voilà, je rends hommage. En gros, toutes les bonnes idées viennent de lui et puis les mauvaises adaptations, c'est moi. Euh, hop. Du coup, si j'y arrive, je vais essayer, voilà, de vous dire comment on peut essayer de considérer les niveaux d'intervention sur un bâtiment. Donc un bâtiment, on pourrait se dire qu'il y a trois niveaux. Le premier, c'est l'enveloppe, c'est-à-dire la structure elle-même du bâtiment, ses murs, son toit, etc. Il y a ensuite un autre niveau qui est ce qu'on pourrait appeler les systèmes. Le système de chauffage, le système de ventilation, les systèmes d'éclairage, etc. Donc tout ce qui va être installé dans cette enveloppe pour la faire fonctionner le mieux possible. Et puis le dernier niveau, c'est les usages. Les usages, ce sont les personnes qui fonctionnent enfin, qui utilisent ce bâtiment et la manière dont ces personnes organisent l'usage du bâtiment. Et du coup, en général, on a l'impression que travailler sur les questions notamment de confort thermique, là c'est de ça qu'on va se parler, hein, le confort thermique, c'est forcément faire des gros travaux et le faire à l'échelle de l'enveloppe, faire des travaux d'innovation, d'isolation, de rénovation, ou des systèmes, changer un système de chauffage, changer des radiateurs, etc. C'est vrai, évidemment, c'est un endroit où on peut améliorer le confort et ou réduire les consommations. Mais on peut aussi avoir une échelle beaucoup plus petite qui va être plutôt de petits travaux de maintenance, de réglage et de programmation. Donc ça peut être se dire, est-ce que j'ai entretenu mon système? Est-ce que j'ai désemboué mes radiateurs? Est-ce que j'ai nettoyé les bouches d'aération de la ventilation, etc. Est-ce que j'ai changé les filtres de ma clim, qui est un grand classique? Est-ce que tout ça est programmé? Est-ce que le chauffage est baissé la nuit, est baissé quand on est fermé, etc. Donc là, on est plus sur une intervention voilà, plus modeste qui va nécessiter hein, tout de même des investissements, du temps, des compétences techniques. Ça peut être aussi des petits travaux qui sont parfois très utiles pour zoner. Euh, un des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est moi, quand j'allume le chauffage, en fait, il va chauffer indifféremment tous les espaces de la bibliothèque parce que je n'ai pas de zone de chauffage, c'est le même circuit partout et j'ai pas la possibilité de moduler. De même, on a parfois tout l'éclairage qui s'allume avec un seul bouton, sans possibilité de ne pas l'allumer dans certains espaces qui ne sont pas utilisés comment dire, de faire varier l'intensité lumineuse. Donc ça peut être installé des variateurs d'éclairage, ça peut être installé des détecteurs de présence. Tous ces petits travaux-là sont possibles. Et puis le troisième niveau d'intervention, auquel en général on ne pense que sous la contrainte. C'est-à-dire on ne le voit que comme ben, faute
de pouvoir faire le reste, je vais me demander ce que je peux faire en termes d'aménagement, d'horaire, de mobilier, voire tout simplement, on l'entend souvent, hein, mettez un pull et puis ça suffira. Alors, c'est des endroits où, si c'est pris sous l'angle de la contrainte et uniquement de la non-réponse à un problème plus global, forcément, c'est pas très bien vécu. Cependant, c'est l'endroit où on a des marges de manœuvre importantes quand on veut travailler sur le confort. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu ça, mais voilà, c'est l'esprit avec lequel je vais aborder cette question-là, c'est de dire, moi, je ne vais pas du tout vous parler de gros travaux, je vais d'ailleurs probablement pas vous parler de petits travaux non plus, mais on va se demander ce qu'on peut faire à l'échelle des usages, des usagers, donc des équipes et des personnes qui fréquentent la bibliothèque. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, un des grands enjeux de cette discussion à avoir, c'est de réussir à sortir d'une discussion qui ne tourne que autour de la température de consigne. On veut 19 dans la bibliothèque, on veut 20 dans la bibliothèque, on veut 21 dans la bibliothèque, et de se redemander qu'est-ce qu'on veut en termes de niveau de service et de niveau de confort. Et c'est pas exactement la même question. On peut peut-être d'ailleurs tout de suite vous poser cette question-là pour. Alors, je regarde juste parce qu'il y a une personne qui avait. Tac, tac, tac. Non, c'est bon. Bah, merci, vous avez partagé un cube, c'est nickel. Donc, cette première question pour vous, à votre avis, il fait 20 degrés partout dans la bibliothèque. C'est l'hiver, mais dans la bibliothèque, il fait 20 degrés. Et donc, je vous propose quatre postes de travail. Un qui est dans une pièce très humide, un où vous allez être pieds nus sur le carrelage, un où vous allez être sous un courant d'air, et un où vous allez avoir un bureau en marbre et une chaise en pierre. À votre avis, laquelle des quatre est la plus confortable? Laquelle vous accepteriez? Et si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat ou en ouvrant votre micro. Aucune, dit Nola. Alors, il y a des gens qui accepteraient des postes. Le Marie, A, c'est la la dernière. pièce humide, Ouais, la pièce humide plutôt. Ok. la pièce humide ou le bureau en marbre. Ça a l'air de, voilà. Bon, il y en a Ok. aucune, voilà. Le but de cette question, c'est de se dire, c'est d'essayer de prendre conscience du fait que la température de l'air ne suffit pas à définir le niveau de confort. Euh, et typiquement, honnêtement, même s'il fait 20 degrés, si vous passez la journée pieds nus sur le carrelage ou si vous passez la journée sur un bureau en marbre et une chaise en pierre, je vous promets, vous aurez froid à la fin de la journée, c'est sûr. De même, une pièce humide, c'est très inconfortable et un courant d'air, c'est très inconfortable. Je pense que vous n'avez pas fréquenté le bureau en marbre et la chaise en pierre. Je vous encourage à vous mettre l'hiver sur un matériau qui pompe la chaleur et vous verrez que c'est vraiment très, très. En fait, c'est la même chose que les pieds nus sur le carrelage. Simplement, ça se fait par ici les bras et le fessier. Et en fait, on perd aussi beaucoup, beaucoup de chaleur. Et du coup, j'ai une deuxième question pour vous qui est, à votre avis, quels sont les ingrédients du confort thermique? Qu'est-ce qui va contribuer au fait que vous soyez soit en situation de confort, soit en situation d'ailleurs d'inconfort? Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Le sol, dit Anne. Ouais, L'absence d'humidité, ouais. l'hygrométrie, Les la mouvements de température, l'air. l'humidité de l'air, les mouvements de l'air, l'isolation, Vous les êtes courants d'air, forte parce qu'il y a beaucoup de femmes, hein. ouais, l'humidité, Ouais, donc vous en avez plein. Alors je vais, les euh, vêtements. Effectivement, les vêtements, dit Corinne. bien sûr, une température agréable, les matériaux dans la pièce, les matériaux du bâtiment. Ouais, super. Donc vous avez effectivement identifié plein de facteurs qui vont faire qu'on se sent bien ou pas. C'est un petit exercice, ça, qui est hyper intéressant à faire quand vous êtes dans la même pièce que les personnes avec qui vous voulez travailler sur ce sujet. Moi, je le fais maintenant systématiquement en formation quand on travaille sur ça. On prend 5 minutes, on est tous assis dans la même pièce et je demande à tout le monde, est-ce que vous êtes en situation de confort ou d'inconfort là maintenant et comment ça se traduit? Et en fait, on se rend compte que dans la même pièce, des gens qui sont assis les uns à côté des autres, il y en a qui ont chaud, il y en a qui sont bien et il y en a qui ont froid. Et donc, ça permet de conclure tous ensemble, que le confort n'est pas déterminé par la température de l'air, parce qu'en fait, on a tous des besoins différents. Que deux, non seulement on a tous des besoins différents, mais en fait, il y a un certain nombre de facteurs qui sont individuels. Comment je suis habillée? Est-ce que je suis active ou non? Par exemple, là, j'ai sans doute un peu plus chaud que vous parce que je suis en situation d'animation avec un tout petit peu de tension nerveuse, un tout petit peu de stress, etc., qui font que mon métabolisme, il est un petit peu plus actif
que vous qui êtes assis à écouter, alors que qu'il y a que moi qui parle et que je vous laisse pas trop parler, depuis 1 heure, vous êtes sans doute en train de vous refroidir un peu. Bah, après, il fait beau en ce moment, on serait en hiver, vous seriez peut-être en train de vous refroidir un peu. La manière dont on est habillé, l'état de santé, l'état de fatigue, l'état de faim, des facteurs psychologiques. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis stressée, etc. Tout ça, ça va jouer sur mon ressenti de confort ou non. Et donc, c'est très intéressant à faire tous ensemble. Ça permet aussi de vous poser la question de quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour vous sentir bien. Et en fait, en général, on en a plusieurs. Voilà, j'ai une stratégie qui s'appelle j'ai une écharpe. Parce que j'ai le cou sinon découvert et donc j'essaye. Ça, je me suis isolée. J'ai isolé, je me suis isolée pour pas perdre trop de chaleur. Et quand on fait le tour comme ça, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui vont s'être déplacés pour être ou non dans le soleil, pour être ou non sous un courant d'air, qui vont avoir remis une veste ou un plaid, ou au contraire qui les auront enlevés. Ça permet de voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont composer le confort thermique. Et je pense que c'est quand même important à la fois de se dire qu'il y a plein de facteurs et aussi qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Parce que sinon, et c'est vraiment, je trouve, un point d'incompréhension très fort entre parfois les usagers, les équipes, les services techniques, de se dire, bah oui, mais si je mets pas 20, tout le monde va avoir froid. Mais en fait, à 20, il y a des gens qui vont avoir chaud. Et je pense à des collègues bibliothécaires qui sont en train de porter des livres pour les remettre en rayon. À 20, ils vont avoir chaud. Et donc, pour eux, ça sera pas confortable thermiquement. Et on a toujours tendance à trouver que notre sensation thermique est plus légitime que celle des autres. C'est un biais cognitif qu'on a tous, hein, de se dire, bah, enfin, moi j'ai pas froid, donc t'as qu'à mettre un pull. Mais en fait, enfin, moi par exemple, je ne souffre pas beaucoup du froid, et donc j'ai toujours un peu tendance à dire, mais ça va, mets un pull. Mais en fait, non, la personne, elle n'est pas faite comme moi, elle n'a pas les mêmes besoins, elle n'a pas la même physiologie, et donc son besoin est aussi légitime que le mien. Mais une température à 19 ou à 20 ou à 21 ne répondra aux besoins de personne. C'est une température moyenne, ça ne garantira pas que tout le monde est en situation de confort. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à sortir de la situation actuelle, qui est quand même que notre conception, elle est quasiment exclusivement tournée sur la température de l'air, eh ben, on n'avancera pas beaucoup. Donc voilà, la proposition, c'est de se dire, il faut essayer de travailler sur d'autres facteurs qui composent le confort thermique. La même logique est évidemment applicable au confort d'été. Là, je vais vous montrer quelques exemples de confort d'hiver, parce que c'est ce sur quoi j'ai un peu plus travaillé. Mais vous pourriez faire la même chose sur le confort d'été, et on peut avoir les mêmes discussions sur l'électricité. Je vous disais tout à l'heure, l'éclairage sert à d'autres choses. Mais c'est pareil, les attentes en termes de niveau d'éclairage ne sont pas du tout les mêmes d'une personne à l'autre. Vous avez peut-être vu passer que dans les supermarchés, il y a des heures, dans certains supermarchés, il y a des heures qu'on considère comme accueillants pour des personnes neuroatypiques, pour des personnes handicapées, des personnes autistes, etc., où on baisse à la fois la température, la luminosité et le niveau sonore. En fait, parfois, trop éclairé, c'est pas forcément plus confortable. Ça peut être très désagréable pour des personnes avec des besoins différents des nôtres. Donc voilà, je reviens sur le confort d'hiver en vous disant du coup qu'on a aussi essayé de paramétrer un petit atelier pour mettre le sujet en discussion qui du coup se décompose en 3 parties. La première, je viens de vous la décrire, c'est essayer tous ensemble, et c'est un peu ce qu'on vient de faire là rapidement. C'est beaucoup plus fort hein, quand on est dans la même pièce, mais c'est de se dire qu'est-ce qui contribue à mon confort thermique? À la fois de quoi j'ai besoin, et quels sont les facteurs qui vont en jouer, et puis quelles sont mes stratégies? Avec quoi j'arrive l'hiver à me garantir que je suis bien à mon poste de travail ou à la maison. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que souvent, on a des stratégies qu'on trouve acceptables à la maison, qu'on ne trouve pas acceptables dans le cadre professionnel. Avoir un plaid, avoir une bouillotte, pardon, des choses comme ça, on trouve que ça n'est pas acceptable dans le cadre professionnel. Ce que je peux entendre, hein, c'est pas une critique, c'est un constat il y a une partie de cette question-là qui est une question culturelle. C'est un autre exemple sur le confort d'été, sur le fait d'avoir chaud. On trouve beaucoup moins acceptable qu'un homme soit en short ou en chaussures ouvertes qu'une femme pour qui c'est culturellement très admis d'être avec une robe ou un pantalon court et des sandales. Et donc là, c'est vraiment des questions de code culturel, de normes et de représentation, de ce qu'on trouve professionnel ou non. Euh, et je vous le redis, ce sont des sujets qui, à mon avis, ont autant de potentiel d'économie, mais qui sont aussi difficiles à travailler que les sujets techniques. Donc, je reviens à mon atelier, excusez-moi, j'ai digressé. Euh, on fait un premier tour de table de qui est en situation de confort ou non, pourquoi, comment, etc. Et ensuite, on va faire un temps de travail pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire en vue de 2 objectifs. Et à nouveau,
moi, je pense qu'on ne peut pas travailler la réduction de la consommation si on ne travaille pas en parallèle sur le confort. On ne peut pas juste dire on va baisser à 18 et ça va bien se passer. C'est pas vrai. Si on baisse à 18, il faut prendre en compte les besoins, les ajustements à faire pour garantir le confort et le service. Et la troisième phase de cet atelier, c'est discuter des freins. Donc à nouveau, on a vraiment décrit tout un protocole, tout un processus avec des propositions de manière d'animer les choses, euh, plein de pistes et plein d'exemples de leviers d'action. Et alors, c'est vraiment très, très low-tech, hein. Moi, j'ai décidé que, en fait, c'était pas grave si c'était moche, tant qu'on pouvait discuter ensemble. Et donc, je fais comme ça un dessin sur une grande feuille de papier ou sur cette deuxième phase d'essayer de. Donc, vous voyez, on a fait un tour sur qui est en situation de confort thermique. Et ensuite, on va se mettre autour de ce papier. Et je demande aux participants, aux participantes de me donner le plus d'idées possibles pour, d'un côté, améliorer le confort. Et améliorer le confort, ça peut être deux choses sur le confort d'hiver, hein. J'apporte de la chaleur, donc je chauffe ou je conserve de la chaleur, j'isole. J'espère que vous faites bien la différence entre les deux. Je pense que c'est un point intéressant à comprendre aussi. Si je fais une métaphore dans la vie quotidienne, quand vous êtes dans votre chambre, vous avez un radiateur qui peut apporter de la chaleur et vous avez une couverture. La couverture, elle n'apporte pas de chaleur. Par contre, elle conserve votre chaleur, donc elle vous isole. Et donc, c'est les deux leviers sur lesquels on peut jouer. Est-ce qu'on peut apporter plus de chaleur? Est-ce qu'on peut mieux conserver la chaleur, moins perdre de chaleur? Et voilà, c'est des leviers différents. Donc, premier axe, comment j'améliore le confort? Et puis, deuxième axe, comment je réduis la consommation? Et éventuellement, comment je réduis les émissions de CO2? C'est des choses qui peuvent être légèrement différentes aussi. Pour ça, afin d'aider à trouver plein d'idées, j'ai fait trois petits dessins. Et à nouveau, vous voyez que de même qu'il n'y a pas besoin d'être thermicienne, il n'y a pas besoin d'être dessinatrice. Au niveau des usagers, au niveau des systèmes et des installations, ce n'est pas un grille-pain, c'est un radiateur, et au niveau du bâtiment. Je pose cette feuille sur une table avec mon groupe autour et je leur demande de me donner toutes les idées possibles. Le fait d'avoir eu un temps de discussion avant sur leur situation de confort, sur leur stratégie, etc., va faciliter le fait d'émettre des idées. Et à nouveau, c'est pas des choses miraculeuses, hein, mais tout ce qu'on peut faire pour s'habiller plus chaudement, réduire les courants d'air, s'isoler du contact froid, etc., etc. Et puis, une fois qu'on a fait ça, je vous ai pas mis le dessin, mais je fais une troisième phase qui, je pense, est intéressante et importante aussi. Je dessine tout simplement trois cercles, un peu imbriqués les uns dans les autres, en disant que dans chacun des cercles, on va reposer les mêmes cartes. Et il y a un cercle, c'est les freins économiques. On ne peut pas le faire parce que ça coûte trop cher. Il y a un cercle sur les actions qu'on ne peut pas faire parce que c'est techniquement compliqué. Parfois, c'est techniquement compliqué de ne pas traiter tous les espaces pareils, de traiter différemment le hall et l'intérieur de la bibliothèque, parce que notre système de chauffage, il n'est pas paramétré pour ça. Donc là, c'est un frein technique. Parfois, on a comment dire, les personnes en charge de la maintenance ou de la programmation de la chaudière, on n'a pas de contact direct, voire plus personne n'a le mode d'emploi de la chaudière, c'est des choses qu'on voit. Donc là, bah, voilà, c'est un problème technique, on ne sait pas le faire. Et parfois, c'est des freins culturels. On trouve que ça ne se fait pas, ça n'est pas permis par le règlement intérieur, on n'a jamais fait comme ça et c'est pas l'habitude qu'on a, etc. Donc cette troisième phase d'atelier, je demande aux participants de reprendre toutes les idées qu'ils ont listées, à la fois pour améliorer le confort et pour réduire les consommations, et de les placer en disant est-ce qu'on ne le fait pas pour des raisons économiques, pour des raisons techniques ou pour des raisons culturelles? C'est une phase qui est intéressante parce que selon les groupes, on n'a pas les mêmes réactions, mais on se rend compte que finalement, il y a pas mal de choses qui sont possibles et qu'on ne fait pas essentiellement pour des raisons culturelles. Et donc ça, on a les leviers dessus, on peut agir pour faire changer les choses. Je vous montre juste quelques exemples de bibliothèques qui mettent en place des actions toutes simples du quotidien pour agir notamment sur cette idée d'améliorer le confort. Alors, ça, c'est pas des exemples de bibliothèques, mais apporter de la chaleur localement. Pascal Lenormand appelle ça chauffer les personnes et pas les espaces. Votre hall d'entrée n'a pas besoin d'avoir chaud. Les murs de la bibliothèque n'ont pas besoin d'avoir très chaud. Enfin, en tout cas, l'espace de la bibliothèque n'a pas besoin d'avoir très chaud. Ce qui a besoin d'avoir chaud, c'est les usagers, les personnes qui sont dans le bâtiment. Et c'est quand même beaucoup plus efficace de chauffer une personne que de chauffer 4000 mètres cubes d'air dans un grand espace compliqué à chauffer. Donc ici, vous avez trois exemples de stratégies plus ou moins applicables en bibliothèque. La bouilloire, qui est vraiment la bouillotte, pardon, qui est vraiment le mini radiateur portatif. Le contact, donc on
Il y a plusieurs manières de chauffer. Petit cours de physique aussi. On peut chauffer par contact. Donc là, c'est les trois exemples qui sont là. Ça va être du contact. Je suis au contact d'une chose chaude et cette source de chaleur va me transmettre de l'énergie thermique par contact. Une deuxième méthode qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la convection. La convection, c'est je vais chauffer une grande masse, soit d'air, soit d'eau, mais nous, c'est l'air. Je vais chauffer une grande masse d'air et le fait que cette masse d'air soit plus chaude, ça va transmettre ensuite la chaleur aux personnes qui sont dans l'air et donc ça va les réchauffer. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup moins direct. En gros, je vais avoir mes radiateurs qui sont là pour chauffer l'air, puis l'air qui va me chauffer. Donc, je vais devoir chauffer un très gros volume d'air avant que la chaleur arrive efficacement aux personnes concernées. Donc, ça, c'est le deuxième mode de chauffage, c'est la convection. Et il y a un troisième mode de chauffage qui s'appelle le rayonnement. Le rayonnement, vous en faites tout le temps l'expérience. C'est tout simplement, on voit bien qu'on a plus chaud quand on est au soleil que quand on est à l'ombre. La température de l'air est la même. Par contre, dans un cas, je suis sous le rayonnement direct du soleil. Et donc là, je reçois des ondes du rayonnement qui m'amènent des calories. Et quand je suis à l'ombre, c'est la même température de l'air, mais par contre, je ne reçois pas le rayonnement. Je ne reçois pas le rayonnement. Et donc, je ne bénéficie pas de cet apport de chaleur. Ça peut être reproduit. Vous en avez peut-être fait l'expérience aussi dans quelque chose qui a été interdit maintenant, qui est, vous savez, les chauffages qu'il y avait sur les terrasses. C'était généralement des chauffages rayonnants. En terrasse, c'est impossible de chauffer l'air. Enfin, en tout cas, faire ça serait quand même une assez mauvaise idée. Déjà, le chauffage rayonnant, c'est en général une mauvaise idée. Et donc, en général, ces chauffages, c'est aussi ce qu'on voit. Parfois, vous savez, les lampes chauffantes dans les restaurants pour chauffer les plats, les assiettes qui restent chaudes avant d'être amenées. Donc, ça chauffe pas en chauffant l'air, ça chauffe par rayonnement. Ça envoie. Alors, je ne sais jamais si c'est de l'infrarouge ou de l'ultraviolet, un des deux, peut-être les deux, je ne sais pas. En tout cas, c'est donc par rayon et pas par le fait de chauffer l'air. Donc, ici, vous avez un exemple de chauffage par contact, par conduction. Et je crois que j'ai mis voilà, juste un exemple de bibliothèque qui, du coup, a développé un espace de libre service. Et là, vous voyez que c'est une petite bibliothèque. Il n'y a pas besoin de gros moyens pour avoir un petit espace tisanerie à disposition. Un autre levier qui peut être utilisé, c'est le fait d'être plus ou moins sédentaire dans la bibliothèque. Et donc ici, on a un double gain. On peut produire un peu d'énergie pour éventuellement recharger un téléphone ou un ordinateur. Mais deux, les personnes sont en mouvement. Et parfois, vous avez juste un petit pédalier, hein. Mais du coup, quand on est en mouvement comme ça, on a beaucoup moins froid. Ces deux bibliothèques, à gauche, c'est Utrecht, aux Pays-Bas, et à droite, c'est la bibliothèque universitaire de Grenoble. Un autre exemple de chauffage par contact, et je vais essayer de vous expliquer dans quelle situation ce genre de choses peut être intéressante, c'est vous avez des gilets chauffants. Donc là, c'est vraiment la personne qui est chauffée par son gilet. Sur la photo du milieu, c'est le sous-main qui est chauffant. Donc c'est l'espèce de tapis qui est là. Et ici, vous avez un siège chauffant. Alors évidemment, l'idée n'est pas de dire qu'il faut fournir ça à tout le monde dans la bibliothèque, en plus du chauffage actuel. Là où c'est pertinent, c'est pour des personnes qui sont dans des grands espaces inchauffables, où elles vont avoir froid, c'est sûr. Et donc pour moi, l'exemple typique, c'est la personne qui est plantée dans le hall ou dans un espace d'accueil. Alors toutes les bibliothèques n'ont pas ça, mais il y en a plein de bibliothèques qui ont des grands espaces d'accueil où les usagers ne font que traverser à nouveau, hein, ils rentrent, ils ont leur manteau, leur sac, leurs enfants, et ils vont dans les espaces de la bibliothèque. Par contre, il y a souvent une personne qui est plantée là, qui est très sédentaire, et elle est condamnée à avoir froid. Elle est dans le courant d'air de la porte qui s'ouvre en face d'elle. L'espace est inchauffable, elle est sédentaire, elle n'est pas en train de porter des livres, elle va avoir froid. Donc cette personne-là, la proposition qu'on peut imaginer faire dans certaines situations, c'est pas valable pour toutes les bibliothèques, c'est de dire, est-ce que cet espace, il peut être considéré comme un espace extérieur? On va même pas chercher à le chauffer. C'est inchauffable, ça ne sera pas rentable d'un point de vue énergétique. Par contre, il est indispensable que la personne ait chaud. Les personnes, enfin les entreprises qui utilisent beaucoup ça, c'est les logisticiens, les gens qui vont travailler dans les entrepôts pour manipuler des colis, des choses comme ça. C'est impossible à chauffer ces entrepôts et par ailleurs on a besoin que les personnes elles aient chaud tout de suite parce que si elles commencent à porter à froid des colis elles vont se blesser et donc de plus en plus d'entrepôts renoncent à chauffer l'entrepôt mais par contre s'équipent pour chauffer les personnes et ça permet aussi de nuancer et de faire varier vraiment le besoin de chauffage. En général au bout d'une heure à apporter des colis j'ai plus froid et donc j'arrête mon gilet chauffant et j'ai plus besoin de chauffage et c'est OK jusqu'à un moment où je vais m'arrêter ou je vais le relancer. Donc là l'idée c'est vraiment c'est pas de multiplier, hein, c'est pas d'additionner les systèmes de chauffage, mais c'est de se demander à ce qu'à certains endroits, je peux arrêter le système de chauffage actuel parce qu'il n'est pas efficace et compenser pour m'assurer que les personnes soient vraiment en situation de confort thermique. J'ai pas d'exemple de bibliothèques qui ont fait ça. J'ai des exemples de théâtres qui ont fait ça pour leurs personnes qui sont à l'accueil de la billetterie et pour lesquelles, ben, en fait,
l'économie est réelle et le gain de confort est réel, donc on gagne sur les deux plans. Je sais que c'est pas très consensuel et que c'est pas très acceptable, hein. Je suis pas, je cherche pas à ce que vous achetiez tous ça demain. Je plante des graines sur l'idée qu'on peut traiter cette question de manière un peu différente. Donc, Monsieur Poulain va plus loin que toi, il propose même des tentes et des duvets en matière de chaleur humaine. Voilà. je crains que ce soit ironique. Oui. Non, un exemple qui m'avait beaucoup marqué aussi, un théâtre, c'est dans l'est de la France, mais je ne sais plus où exactement, dans une ancienne église. Et donc, pareil, ou dans un bâtiment patrimonial avec un grand hall, vraiment genre nef d'église, où il y avait seulement la nana de la billetterie ou la personne de la billetterie qui était là toute la journée à se cahier dans un bâtiment totalement inchauffable. Et en fait, moi je trouve ça très malin, ils ont construit une petite cabane en bois. Et la personne de la billetterie, elle est dans ce grand hall, dans une petite cabane en bois vitrée, etc. Il y a plein de stratégies, mais l'idée, c'est d'arrêter de chauffer des espaces pour rien. Ici, le hall de la bibliothèque universitaire de Grenoble. J'ai pas mal de photos qui viennent de chez eux. Et vous voyez ici, c'est ces espèces de chauffage parapluie, là, parasol, de terrasse de café. Alors, par ailleurs, je pense qu'il y a un marché de seconde main à récupérer, puisque c'est maintenant interdit en extérieur. Donc, que sont devenus ces chauffages? Et peut-on les réutiliser en intérieur, à condition que ça permette de réduire le chauffage central? Hein, on est d'accord, si ça vient en plus, il n'y aura pas d'économie. C'est vraiment, est-ce que ça permet de réduire le chauffage central tout en maintenant, voire en améliorant le confort? Euh, Deuxième question, et j'avance un peu pour laisser du temps d'échange avec vous. Comment est-ce qu'on peut mieux, là, je vous ai donné quelques exemples de apporter de la chaleur plus localement, plus efficacement. Comment est-ce qu'on peut mieux conserver la chaleur? Donc, comment améliorer l'isolation très vite et sans travaux? Et je vais vous donner la réponse tout de suite. On change d'échelle, c'est exactement la même logique. On isole les personnes et on n'isole pas les espaces. On peut aussi isoler les espaces, mais isoler les personnes, vous pouvez le faire demain. Et donc, à nouveau, un exemple de la bibliothèque universitaire qui prête des plaids. À gauche ici, c'est une agence régionale, alors pas du livre, mais du spectacle vivant, qui a fait des plaids de fonction et donc qui a distribué à toute l'équipe un plaid dans le cadre de l'équipement professionnel, en lin des Vosges, machin, donc en essayant de faire que ce soit aussi un objet de qualité, pas vu seulement comme la contrepartie à la punition du chauffage baissé. Évidemment, vous l'avez mentionné, je vais passer vite et je crois que ce sera mon dernier exemple, mais il y a tout un travail d'isolation aussi du contact et du rayonnement du sol et des parois. Des grandes baies vitrées comme ça, alors déjà c'est votre ennemi numéro un l'été parce que c'est vos radiateurs d'été, mais par ailleurs, l'hiver, évidemment, il y a le rayonnement froid que tout le monde connaît, hein, la sensation d'avoir une grande vitre froide dans le dos, Euh, l'isolation du sol aussi. Et donc là, la stratégie, c'est évidemment rideaux, tapis, etc. Par ailleurs, toutes les périodes de nuit et de fermeture sont propices à fermer des rideaux et des volets pour conserver le mieux possible la chaleur. Si vous en avez, je sais qu'il y a évidemment plein de bibliothèques qui n'en ont tout simplement pas. Et du coup, pour peut-être garder 10 minutes pour échanger avec vous, c'est juste quelques exemples, il y en a pas mal plus dans le rapport. La partie comment changer est quand même assez nourrie de plein de propositions de stratégie. On a essayé de vous donner beaucoup d'idées différentes en sachant bien que vous ne pourrez pas reprendre toutes les idées. Il y en a plein qui ne vont pas s'adapter à votre situation, j'en suis bien consciente. L'idée, c'est d'en fournir suffisamment pour que vous puissiez aller chercher quelques idées qui s'appliquent à vous. Sur le chauffage, si je devais résumer, donc je dirais ne pas circonscrire cette question, ne pas la résumer à la question de la température, et vraiment avoir une vision beaucoup plus large, à la fois de tout ce qui compose le confort et de plutôt parler de confort que de température. Et en deuxième point, vraiment cette idée que si je baisse la température de consigne ou si je baisse les consommations d'une manière ou d'une autre, il faut que je pense quels sont les ajustements nécessaires pour garantir le confort et le niveau de service pour les équipes et pour les usagers. Et donc, dans le cas du confort d'hiver, c'est à la fois comment j'apporte de la chaleur et comment je conserve la chaleur. Je crois que j'ai voilà, fini pour cette partie-là. Et du coup, il nous reste une petite dizaine de minutes d'échange. Je vais arrêter le partage. Ah oui, non, je vais juste vous montrer parce que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure mon mail. Et donc, je vous redonne juste le site où on a mis les travaux. Donc, vous voyez, il y a le rapport à télécharger, le timeline, l'Excel à télécharger, l'atelier 3 qui est tout décrit. Et puis, il faut que je finisse l'atelier 2. Et mon mail qui m'a été demandé tout à l'heure aussi. Donc, je vous le remets là. Donc, BDZA pour bureau des acclimatations.fr. Voilà, j'ai on vous fini. transmettra le support, hein, évidemment, de Fanny. Donc, il y avait une première question, Fanny, sur si tu avais des exemples d'usage de sièges chauffants. Le théâtre national de Rennes. Ouais. Alors, j'ai pas d'exemple en bibliothèque, mais c'est vraiment. Alors, pour moi, le siège chauffant, c'est. Enfin, le cas d'exemple d'usage, c'est les halls.
C'est les grands espaces inchauffables, donc les halls, les billetteries, les choses comme ça. Donc il n'y en a pas dans toutes les bibliothèques. Mais les accueils, quoi. Les bornes d'accueil de personnes qui sont souvent en face de portes qui font que s'ouvrir, des choses comme ça. Alors, il y a Morgane qui lève la main. Oui, bonjour. C'était moi aussi qui avais posé la question par rapport au siège chauffant parce que nous sommes dans cet exemple de grand hall ouvert, même si les travaux avaient permis d'avoir des portes un peu décalées pour que l'air ne rentre pas. Mais comme nous avons eu des travaux, l'ensemble du bâtiment est très isolé, sauf le hall, donc ça reste le point d'achoppement et nous sommes 80 à tourner à l'accueil, donc je ne me vois pas acheter des gilets pour 80 personnes. C'est Mm. pour ça que je trouvais ça intéressant, effectivement, cette solution. Ouais, Parce que pour l'instant, on n'a pas eu de réponse vraiment appropriée des services techniques sur cette question-là. ouais. Alors, ben, je voulais vous remontrer ça, c'est l'accueil Allez, du coup de Grenoble. On voit pas, malheureusement, ma photo est pas bonne, mais ils ont mis aussi des paravents pour essayer. Alors, ils sont pas encore satisfaits du niveau de confort, mais ils ont aussi essayé de couper une partie du courant d'air avec donc des paravents plus hauts que les bornes d'accueil. Et il y a aussi donc ce système de parasol qui peut être intéressant. Après, bah ouais, le gilet, soit on le considère comme individuel, soit je peux peut-être arrêter ça, soit on le soit on se le passe, mais ça peut poser c'est pas effectivement très économe non ouais, c'est plus, peut-être- ni écologique. Et après, nous, le Normalement, paravent, non, c'est pas approprié parce que c'est vraiment ça cacherait l'accueil. Et ouais, l'objectif, c'est de le rendre visible. ouais, ouais, bien sûr. Et j'avais une autre question concernant les plaids, parce qu'effectivement, c'est posé la question, mais il y a aussi des problématiques d'hygiène et de nettoyage des plaids, parce que nous, on n'a pas de machine à laver. Donc, je voulais avoir si des Ouais. collègues avaient des exemples pour qu'ils nous Euh, expliquent comment ils fonctionnent. Bah, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager du coup une expérience là-dessus? Bah, je pense, moi, on n'a pas de plaid, mais il faudrait que ça soit dans les équipements comme nos régisseurs, alors dans les grosses collectivités, mais nous, ils ont des équipements où les agents d'entretien, et du coup, ça part en fait au niveau central, et c'est lavé au niveau central, et donc ça tourne en fait. Mais c'est pour les grosses collectivités, en tout cas. Nous, Euh, on prête des plaids dans certaines bibliothèques, celles où il y a une machine à laver. C'est les collègues qui lavent les plaids et les font sécher. Voilà. Mais il faut pouvoir installer une machine à laver. C'est aussi simple, enfin aussi simple que ça, ou c'est peut-être des fois pas simple, mais voilà. et effectivement, là, je trouve, Morgane, que c'est une chouette illustration du fait que c'est pas vraiment un problème économique et c'est pas vraiment un problème technique, c'est un problème d'organisation. Et c'est pas plus facile. Je dis pas que c'est plus simple. Disons qu'on s'était posé la question, nous aussi, d'avoir une machine à laver, mais ça voulait dire un achat, donc de la consommation, donc c'est pas forcément positif. Alors, nous sommes en bibliothèque universitaire, donc Ouais, c'est pas non plus le même usage qu'une bibliothèque municipale. Et nous avons des services techniques, et donc le nettoyage est fait par une entreprise. ouais. Et actuellement, on n'a pas forcément, c'est compliqué pour nous, on essaie d'acheter du lavable, mais c'est très compliqué pour nous d'avoir des retours positifs à chaque fois qu'on change un peu de matériel, ça devient très compliqué de l'organiser avec eux. Donc on a aussi ces contraintes-là, nous, à l'université. Ouais. Corinne partage mais un autre cas d'usage où c'est plutôt pour les équipes, où Mm. chacun a son plaid et chacun est en charge d'une. Mais effectivement, pour les usagers, rapprochez-vous peut-être de la bibliothèque universitaire de Grenoble, voir comment ils ont géré ça. Il y a la Euh, BU de Toulouse aussi qui répond dans le chat qu'ils ont des plaids en prêt et qu'ils ont une machine à laver et sèche-linge à la BU. Et il y a la BU d'Angers également. Mm. et effectivement, probablement, il y a de la résidence étudiante pas très loin, donc il y a peut-être aussi des machines un peu en usage collectif. Enfin, voilà, il y a peut-être quelque chose à inventer là. Euh, Sébastien demande comment avez-vous fait pour avoir plus de 100 réponses à votre sondage et quels sont les profils des personnes qui ont répondu. On l'a mis dans l'étude, alors je ne le connais plus pas de tête, mais on a mis toutes les données qu'on a. On leur a pas demandé énormément de choses parce qu'on sait que vous avez peu de temps pour répondre à des sondages. Comment on a fait pour avoir du monde? On a eu plein de relais de plein d'associations professionnelles. Il se trouve aussi qu'avec Nola Normand, qui est, je crois, encore avec nous, on organise depuis, enfin là, on ne fait plus, mais on a organisé pendant 2 ans plein de webinaires à destination des bibliothécaires. On pourra peut-être vous mettre éventuellement le lien vers les replays si ça vous intéresse. Et donc, on avait une chambre d'écho à cet endroit-là. Donc, on a utilisé les contacts qu'on avait à l'occasion de ces webinaires pour médiatiser le questionnaire. Il a tourné pendant plusieurs mois. Euh, et du coup, il y a à la fois de la BU et de la bibliothèque de lecture publique, et puis un petit peu aussi, évidemment, de bibliothèque départementale, de bibliothèque associative, enfin, il y a plein de profils.
Et dans les répondants, on a parfois les équipes des bibliothèques, parfois les équipes municipales, et parfois donc la personne qui a répondu, hein, et parfois les services techniques. Et c'est très varié en termes de taille. On a, en intro de cette partie-là du rapport, on a fait quelques tableaux pour vous partager ce qu'on avait comme info. Exactement, les replays sont sur la page du BZA. Très bien. Si, voilà, si quelqu'un éventuellement veut. Mais sinon, voilà. Sur YouTube, vous tapez Bureau des acclimatations et il n'y a que ça comme vidéo, donc vous tomberez directement dessus, hein. C'est facile. Je reviendrai. J'ai vu qu'il y avait une question sur le confort d'été. Et juste, je repensais à la question juste avant sur le hall. Une autre stratégie qu'on a mentionnée dans le rapport aussi, que je trouve très maligne, mais qui n'est pas adaptable partout. Et là, c'est Rennes Métropole qui fait ça dans l'hôtel de la métropole. Même configuration que partout, hein, c'est un immense hall et il y a les pauvres dames à l'accueil, c'est que des femmes à chaque fois, qui se gèlent tout l'hiver. Et donc l'hiver dernier, elles ont décidé tout simplement de déplacer le hall, l'accueil. Et donc les deux personnes de l'accueil, en fait, il se trouve que quand on rentre sur la gauche, il y a une pièce vitrée, fermée, etc. Et donc quand on rentre maintenant, il y a un panneau l'hiver avec marqué l'accueil est déplacé dans la pièce à gauche avec une flèche. Et on ouvre la porte et les personnes sont là, elles n'ont pas froid. Et donc comme ça, ils ont renoncé. Le hall est immensissime et il n'y a rien d'autre que l'accueil. Ça n'avait vraiment aucun sens de le chauffer. Et donc voilà, tout le monde y gagne, à mon avis, à la fois en confort et en consommation. Quelqu'un a mentionné que c'était compliqué sur le confort d'été. Là, vous allez rentrer dans les périodes où vous allez avoir chaud dans les bibliothèques. On ne l'a pas traité dans le rapport, ce serait hyper intéressant. C'est très difficile, mais pour le résumer en très très rapidement, l'ennemi public numéro un de l'été, c'est le soleil qui traverse les fenêtres et qui tape dans la bibliothèque. Vous le savez parce que vous le constatez, mais vraiment, d'un point de vue physique, c'est l'équivalent d'un radiateur pleine puissance. Donc, il faut que vous traquiez tous les endroits ou tous les moments de la journée où vous avez des taches de soleil, où vous voyez le soleil sur le sol. Ça veut dire qu'il a traversé la vitre. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre, sauf qu'il est reproduit par une vitre et pas un gaz. Et donc, vous êtes en train d'avoir euh, un radiateur plein pot dans votre bibliothèque. Donc là, c'est est-ce que vous pouvez avoir des stores? Évidemment, des stores extérieurs, c'est mieux. Et en situation, alors c'est pareil, ce n'est à mon avis pas acceptable aujourd'hui, mais je pense qu'il va y avoir un niveau de température à partir duquel ça va devenir acceptable. À partir d'une certaine température, c'est situation d'urgence. Et si vous voulez pas fermer la bibliothèque, il faut empêcher le soleil de traverser. Moi, je préconise par exemple d'utiliser du blanc de meudon. Vous savez ce qu'on utilise pour badigeonner les vitrines des magasins qui sont fermés. Ça peut être fait de manière très esthétique, ça peut être fait en association avec une école d'art qui fait des dessins, etc. Mais ça permet d'occulter les vitres pour éviter que le soleil tape. Alors, vous ne pourrez pas le faire si les vitres sont très hautes. Il y a plein de situations où vous ne pouvez pas le faire. Ça coûte rien. Vraiment, littéralement, ça coûte 5 euros les 20 litres. Et c'est écologiquement relativement neutre. Donc, ça peut être une bonne solution. Là, le frein, il est vraiment culturel. Donc, premier obstacle. Deuxième enjeu, est-ce que je peux purger la chaleur de la bibliothèque pour pas recommencer le matin avec déjà 32 degrés dans la bibliothèque? Et ça, c'est hyper compliqué aussi. Comment je m'organise pour ouvrir et aérer la bibliothèque, idéalement à 7 heures du matin. C'est le moment, le tout petit matin, hein, c'est 6h30, 7 heures. Il faut attendre que la ville ait relâché toute la chaleur. Donc, en fait, maintenant, la nuit, ça ne sert à rien. Euh, il faut donc réussir à ouvrir vers 7 heures. Il y a des bibliothèques qui n'ont pas de fenêtre qui s'ouvre. Il faut une fenêtre en bas, une fenêtre en haut. Ça pose des questions de sécurité. On pourrait se dire, bah, le personnel de ménage pourrait le faire, mais ça veut dire quand même qu'il faut garantir la sécurité des personnes qui sont seules dans le bâtiment, qui sont souvent des femmes, avec un bâtiment à moitié ouvert. Ça pose des questions. C'est pas impossible, mais c'est pas simple. Et ensuite, vous avez tous les mini radiateurs d'appoint à éteindre, le chauffage, l'éclairage, les ordinateurs, le photocopieur. Tout ça, c'est des petits radiateurs. Donc, si vous avez chaud dans votre bibliothèque, il faut les éteindre. Et après, il y a un travail sur l'habillement. Est-ce qu'on accepte que tout le monde vienne sans veste pour les hommes, sans chemise, avec des chaussures ouvertes? Évidemment, tout ce qui va permettre de brasser l'air, hein, les ventilateurs. Le plus efficace, c'est les ventilateurs au plafond. Mais tout ce que vous pouvez faire, des éventails, des ventilateurs. Le mouvement de l'air, on le sait bien l'hiver, ça fait baisser la température ressentie. Donc, vous allez gagner 1 ou 2 degrés. Végétaliser devant la bibliothèque, alors là c'est sur du long terme, mais planter des arbres, désimperméabiliser, tout ce qui va créer de l'évapotranspiration autour de la bibliothèque fera baisser localement la température. Là on est sur du long terme. Fournissez des boissons, fournissez de l'eau à tout le monde, des boissons un peu fraîches, pas trop glacées mais un peu fraîches. Voilà. Mais le confort d'été, à mon avis, va être, et là pas pour des questions économiques, Mm. mais pour des questions vraiment de résilience. Ça va être crucial dans les années qui vont venir, c'est sûr.
Le blanc de meudon, ça s'enlève facilement, ça s'enlève à l'eau et en plus, ça a Oui, l'avantage de nettoyer les vitres et de pas les abîmer. Donc franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'inconvénient, à part le fait que c'est pas encore dans les mœurs. ouais, c'est ce que je répondais aussi. C'est vraiment très très facile. Et puis ça peut être un peu fun en plus si, comme tu disais, on utilise voilà des dessins d'enfants ou autres. Enfin voilà, ça peut être aussi très intéressant. Alors, j'ai un exemple d'une bibliothèque qui l'a fait, et puis peut-être on s'arrêtera là parce qu'il est Mm. midi, mais elle l'avait pas fait pour des questions thermiques, elle l'avait fait pour faire des décors d'Halloween. Et ils avaient fait avec les enfants usagers de la bibliothèque du décor sur les vitres, du coup sans doute côté intérieur. Là, le but, c'est de le mettre côté extérieur, hein. Vraiment, il faut empêcher la chaleur de traverser la vitre, donc il faut intervenir à l'extérieur de la vitre. Mais voilà, j'ai au moins rencontré une bibliothèque qui l'a déjà fait. Et je connais un théâtre qui le fait l'été, sur une façade entièrement au sud, à Toulon, en plein soleil, en mode mesure d'urgence. Et juste, je trouvais la remarque intéressante de Marie-Odile qui disait qu'à Nancy, en fait, les plaids sont aux couleurs des bibliothèques de Nancy. Donc ça peut être aussi un objet de reconnaissance aussi de l'équipe. Alors certes avec un plaid, mais voilà aussi objet promotionnel et de reconnaissance comme on peut avoir les t-shirts, les badges et autres. Et Ça enlève beaucoup de luminosité, pas forcément. De toute manière, le soleil qui traverse les vitres, c'est votre ennemi numéro un l'été. Donc, si le soleil ne traverse pas, ne le faites pas. Si vous avez des vitres qui sont au nord, où en fait vous n'avez pas de taches solaires, hein, vraiment le soleil qui se voit sur le sol, il n'y a pas de problème à cet endroit-là. Par contre, là où vous avez de la tache solaire, si vous avez chaud, c'est là qu'il faut agir. les éventails aussi, oui, effectivement. Et les éventails aux couleurs de la bibliothèque encore. Voilà, ça Il peut faut être aussi une idée. réhabiliter les éventails. En plus, c'est beau. Bon, bah, super. Je ne sais pas s'il y a encore une ou l'autre question, mais sinon il est midi et on avait promis de vous libérer à midi. Bah, en tout cas, un grand merci à Fanny. Je vous encourage vraiment à aller lire voilà, le rapport dans son entièreté. Voilà, c'est très intéressant. Et puis merci à tous voilà, d'avoir été présents. Le replay sera disponible sur la page Écologie du livre, sur la page d'Interbibli. Et on transmettra le support. Ceux qui se sont inscrits par Médial auront évidemment leur attestation de présence comme d'habitude. Et puis, ben, on se retrouve pour que ceux qui le souhaitent le 5 juin, là plutôt sur la politique documentaire, sur autre sujet aussi assez intéressant sur cette question-là. Donc, avec Elisabeth Arquier de la médiathèque de Venelle. Voilà, la médiathèque Étincelle. Et moi, je veux bien dire un dernier mot en disant, si Vas-y, vous Fanny. faites des choses, envoyez-moi des Oui, photos parce que ça m'aide à convaincre après d'autres bibliothèques. oui, c'est ça. C'est aussi cette idée que ce soit partagé parce que, ben voilà, il y a des idées un peu partout et c'est assez intéressant pour ça. Je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt à toutes et tous. Et Fanny, à bientôt aussi. Merci, grand merci, à bientôt. Merci, au revoir. Oui, Fanny, il y a Monsieur Chenot qui dit, qui a fait voilà, des blagues, mais qui, voilà, très sérieusement, a dit que la question est complexe. Ouais, c'est super, moi j'adore qu'on fasse Mm. des blagues. Ouais, c'est ça. Ça détend. Mais j'aime beaucoup la position du lotus, pour les collègues, pour déstresser tout le monde.